Une guerre perpétuelle opposerait les sédentaires aux nomades. Et le mythe d'Abel et Caïn serait la parfaite illustration de ce phénomène. Une légende, tout ce qu'il y a de plus contemporaine pour François Bleuez, intervenant régulier sur notre antenne, nous expliquant les liens entre la Genèse et la société actuelle par le biais, entre autres, de la langue des oiseaux. Installez-vous confortablement et préparez-vous à un échange pas comme les autres sur Âme Dessine, la plateforme de référencement des praticiens quantiques et holistiques. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'une des histoires les plus anciennes et les plus intrigantes de la Bible, l'histoire de Caïn et Abel. François abordera donc la Genèse et nous apportera un regard décalé sur les premiers fils de l'humanité, et donc de fait sur les premiers nés d'Adam et Ève. Cette histoire de deux frères en compétition face à Dieu nous parle en premier lieu de jalousie, de responsabilité et de conséquences face à nos actes. Elle nous rappelle l'importance de maîtriser nos émotions et d'agir avec compassion et compréhension envers les autres. Mais c'est bien entendu sans compter les analyses et recherches de notre chroniqueur préféré, François Bleuez. Bonsoir à toi, merci d'être parmi nous. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu sur notre antenne. Bonsoir Rudy, bonsoir Tamara. Tamara, encore une fois avec nous en co-animation, un grand merci. Salut Rudy, salut François, tu nous avais bien manqué. Donc ravi de te retrouver et surtout avec un sujet aussi ancestral, historique, déterminant. Pour la suite, tu vas nous en dire un peu plus. On vous rappelle que François Bleuez est apparu plusieurs fois, il apparaîtra plusieurs fois parce que c'est un de nos coups de cœur. Il était trop méconnu à notre goût et selon nous, vraiment, il méritait vraiment d'avoir plus d'exposition. On a parlé déjà de la bioélectronique, on a parlé de la langue des oiseaux, on a fait une série de 4 parties qu'on vous invite à aller voir en amont éventuellement, avant cette émission ou après, et on a parlé aussi également des origines de la médecine. Et tout de suite, on passe sur un sujet donc assez intriguant, c'est toi qui nous l'as soumis, cette thématique, pourquoi elle t'est venue et pourquoi tu voulais en parler, très brièvement, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on te connaît, tu vas déballer, on va écouter, ça sera plus une conférence qu'autre chose. Alors c'est un sujet d'actualité parce que le mythe de Caïn contre Abel, c'est le mythe du sédentaire contre le nomade. Et puis, c'est aussi lié à des questions de santé, puisqu'on sait depuis, je crois qu'il s'appelle Peter d'Adamo, celui qui a fait les bouquins sur les groupes sanguins, que en fait, eh bien, au fur et à mesure de l'évolution du sapiens, eh bien, de moins 80 000 jusqu'à maintenant, il y a eu des évolutions de groupes sanguins et la santé est liée. La santé est liée aussi au mode de vie et le mode de vie génère aussi une façon de voir le monde, d'interagir avec les autres, ou avec le créateur ou les forces créatrices qui nous environnent, et avec la nature, et que tout ça crée finalement des modes de vie, des modes de civilisation suffisamment différents pour qu'à certains moments de l'histoire, ils soient en guerre où l'un tue l'autre. Ok, bon, on va te laisser déballer, commencer par le début, puis on va essayer de condenser tout ça et de faire tenir l'émission sur 2 heures. Hein. Bon, ça sera un challenge. Alors, ce que l'on ne sait pas dans cette histoire, c'est uniquement, on va dire, biblique, parce que tu sais que le calendrier hébraïque fait 5785 ans, un truc comme ça, hein. Et en fait, ils ont essayé de compter les fameuses années depuis Adam et Ève, etc. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si vraiment, on va dire, il y a eu un fils en tant qu'individu, Caïn, l'aîné, et Abel comme second, ou si jamais il s'agit d'une humanité particulière qui s'est organisée avec les caractéristiques que le nom Caïn contient, et une autre qui s'est organisée avec les caractéristiques que le nom Abel contient. Donc on va parler un petit peu des mots Caïn et Abel pour voir si par hasard la langue des oiseaux peut nous indiquer quelque chose de sérieux. Alors pour commencer avec une petite blague, il y en a des fois qui font des petites blagues comme il s'appelle les décodeurs. Genre, vous savez pourquoi dans la ville de Béziers on appelle les habitants les bites et rois? Voilà, je vous laisse répondre. Mais ça veut dire tout simplement que si on veut nier la langue des oiseaux, eh ben bon courage parce qu'en France, il y en a partout. Et donc, si on dit pas les Bézieries ou je sais pas quoi, c'est là où la Béziers, la bite est roi. Voilà, je le dis ça. C'est vrai cette histoire. On les appelle les bites et rois. Les bites et rois, mais tout à fait, tout à fait. Ok. Bon, tout à fait. Bon, voilà, c'est juste comme ça. Alors, on va parler de langue des oiseaux. Ça, c'est pour choquer ceux qui avaient un doute sur le caractère réaliste, tous les zététiciens ou les zététiciens sur la langue des oiseaux. Alors, on va parler de Caïn. K et in, donc K comme cadastre, carré, acre,
carré, carte, charte, d'accord. Et K, donc c'est la lettre C, la lettre 3, et A, la lettre 1, donc 3 plus 1, ça fait 4, ce qui détermine bien un carré. Donc acre, quart, carré, quart. Hein. Et in, c'est à l'intérieur, par rapport à X. Donc c'est celui qui a le cadastre, l'acre, le carré, la cartographie, et donc dès qu'il arrive quelque part, il va tout mettre au carré, c'est avoir l'esprit bien carré, comme on dit, hein, mettre en coupe réglée, et donc dire, bah voilà, ça c'est à moi, ça c'est à toi, ça c'est un machin, et puis il faut produire tant de kilos de blé à la fin de l'année, ou il faut en stocker un peu pour les périodes de disette, tu vois, sinon il nous faut un Jacob plus ou moins prophète qui anticipera avec les cycles solaires sa connaissance, ou ses rêves prémonitoires qui sont un mix des deux souvent, les périodes de disette, et on va stocker un petit peu, et puis on va faire en sorte de pouvoir nourrir la population de façon, on va dire, certifiée, quoi. Voilà. Donc l'État est une sorte d'assurance pour le groupe. Mais le problème de cet État, c'est qu'il veut cadastrer, qu'il met des comptables, des culs sur chaise, et ce déficit en mouvement lié, entre autres, à la production et à la consommation de céréales, eh bien, il arrive, d'après les recherches, en tout cas en paléonto et en anthropologie, il arrive moins 12 000, moins 10 000. Et on a les premières cultures de céréales et on constate qu'on a aussi l'apparition des caries avec. Et le problème de la carie, alors tu vois, ça commence aussi par CA, carie, hein, eh bien, c'est que ça crée l'occidental, c'est dentaire, puisque le problème de l'occidental, c'est dentaire. Alors, je vais pas enlever mes appareils, mais si j'enlève mes appareils, ça devrait faire fuir les gens, il me reste que 3 dents sur 32. Donc, il y en a 29 là qui sont en plastique. On en parlait récemment. Vous faites gré. Vous ferez gré de ça. Mais moi, l'État, la bêtise, le cadastre et la carie, il est le bas que t'es rigole beaucoup d'ailleurs quand il mange du sucre blanc. Eh bien, finalement, ça m'a détruit. Et ça a détruit finalement la santé des gens qui sont devenus donc sédentaires et ont eu des métiers qui étaient disproportionnés entre les apports, leurs caractéristiques nutritives, la capacité à brûler ces fameux sucres ou à ne pas s'encrasser, notamment avec le blé moderne. Tiens, d'ailleurs, j'ai arrêté le blé moderne depuis 6 mois, 1 an. Franchement, pour rien au monde, je remangerai du froment. Voilà, ça c'est, soit dit en passant, je mange que rarement du seigle et du seigle regrillé avec de l'humidité dans des grille-pains, mais je mange que du pain en levain et que des variétés très anciennes et pas de froment. Et je constate effectivement que les théories liées au fait de revenir à la primauté de la création, et là, c'est là où on va voir pourquoi peut-être Abel a été préféré dans son offrande à Dieu, à Caïn, c'est que donc il y a eu la fameuse histoire entre Caïn et Abel qui viennent présenter leur offrande à Dieu, oui. Et puis Dieu a le mauvais goût ou le bon goût, c'est des fois qu'ils sont intelligents, sait-on jamais, de préférer l'offrande d'Abel. Or, l'offrande d'Abel, c'est de la graisse de ses moutons. En fait, c'est le produit du chasseur-cueilleur et ou du berger, puisqu'on considère que s'il y a Abel, c'est celui qui est A bélier, il a le bel, donc c'est lié à ce qu'il entend, et voilà, il est lié au bêlement de son troupeau, donc soit c'est le chasseur-cueilleur de moins 80 000 ans, hein, ou soit c'est à partir de, donc groupe sanguin O, 40% des gens, soit c'est à partir de moins 35 000 les pasteurs, qui sont, comme on dit, des nomades, c'est-à-dire ils sont pas fous, nomades évidemment, et qui sont aussi groupe B. Donc, il y a eu une transition des groupes sanguins, moins 80 000 O, moins 35 000 B, moins 12 000, moins 10 000 A, comme agriculteurs, et avec Jésus, Linceul de Turin et d'autres pères AB, le groupe AB. 2,5% seulement de la population. Donc voilà, le haut est universel, et puis tout le reste ne serait qu'une déclinaison, une évolution, une adaptation à des conditions climatiques et alimentaires qui auraient changé. Le problème étant, c'est que si on avait dit que Dieu, c'est pas forcément un être tout-puissant qui se balade en ovni de temps en temps et qui vient nous voir pour dire, bon les gars, qu'est-ce que vous m'avez fait là, c'est bien, montrez-moi un peu. On peut le voir comme ça, mais on peut le voir aussi de différentes façons. Ça peut être la définition des idées dans un ensemble unifié, et évidemment, si à l'époque les arbres étaient des cathédrales, évidemment, les montagnes étaient les lieux d'agora. Donc, si jamais on doit présenter à un collectif les fruits d'une civilisation, on peut dire, moi, je suis la civilisation du cadastre, j'arrive, je te donne mon taux de criminalité, mon taux de maladie, mon taux de populace multiplié, à outrance peut-être d'ailleurs, et puis je présente tous ces chiffres, toutes ces offrandes, donc qui amènent des céréales, des fruits, de la terre et du travail des hommes, hein, comme dans la religion chrétienne. Et puis, il y a Abel qui juste, lui, il se dit, moi, je me balade, je regarde les étoiles, je suis un petit peu peinard, je suis dans une mentalité où je veille juste à être
à l'écoute de mes intuitions, de la guidance des étoiles, puisque le berger, sa télé, c'est les étoiles. Et donc, des fois que les archanges, comme tu l'avais vu avec un intervenant, là, je ne sais plus comment il s'appelait, très intéressant, voilà, Cyriel, que en fait, les étoiles sont des formes d'énergie archangélique qui peuvent avoir des spécificités dans cette lumière, qui peuvent induire des modifications ou en tout cas des imprégnations qui ont un effet psychique sur l'individu, soit à travers les murs d'ailleurs, parce qu'il y a des parties des rayonnements qui traversent les murs, soit quand on le regarde via l'œil en regard direct, et bien à ce moment-là, on peut considérer que on est plus proche de son intuition et de l'écoute de Dieu et des messages du Dieu tel qu'on se le représente, ou des anges, des archanges, si on est plus, on va dire, en déplacement, c'est-à-dire prêt à mourir à son histoire d'hier pour une nouvelle histoire le lendemain parce qu'on aura bougé de zone, et puis on est plus susceptible d'éviter tout un tas de maladies, puisque l'on sait maintenant que les maladies, elles se développent aussi quand tu stagnes. Alors c'est vrai pour l'eau, une eau stagnante par rapport à une eau circulante, mais c'est vrai aussi pour l'eau de ton corps, parce qu'une eau qui change d'altitude, la coqueluche à 400 mètres d'altitude, elle se développe pas, donc déjà tu évites ce vaccin qui sert à rien, pour les gens qui sont un peu en altitude, et puis tu peux bouger, et finalement les conditions géomagnétiques des lieux, elles vont faire que tu vas pas choper de maladie, parce que ce soit une maladie liée à des bactéries, des virus, ou des circonstances qui sont liées au cadre extérieur, vu que ce cadre change, tu vas pas rester 3 ans d'affilée dans un cadre qui favorise l'imprégnation d'une maladie sur ton corps pour qu'après elle s'y ancre et qu'elles finissent par t'abîmer. Voilà, donc en fait, il se peut qu'en offrant les fruits de leur civilisation, tous les deux, le cadastre, donc K1 et A, Abel, sont le fruit de son déplacement, on va dire le résidu du chasseur-cueilleur, puisque Michel Serres disait dans son article que c'était le chasseur-cueilleur, alors que Bel, dans son nom, c'est plutôt quand même celui qui est le gardien des béliers du troupeau, et donc il fait aussi des fromages avec le lait de chèvre. Donc c'est soit le chasseur-cueilleur, soit le résidu avec le groupe sanguin B du pasteur, les civilisations pastouro-nomades, parfois, et qui, de ce fait, deviennent aussi des charmants marchands en marche. C'est les mêmes consonances, charmant, marchand, en marche. Je dis ça, je dis rien, mais tu comprendras que donc dans l'histoire, à un moment où il y a quelqu'un qui dit, moi je mets des carrés partout, je fais des cartes, des chartes, et puis des chartes aussi comportementales ou d'usage, puis je te mets un petit 20% de TVA, et puis demain ce sera 21, 22, 24, et puis à la fin tu finis avec 55% d'imposition sur tout ce que tu fais, c'est-à-dire que tu travailles uniquement pour le gestionnaire étatique qui prétend être le Dieu, c'est-à-dire la définition d'idée dans un ensemble unifié, qu'on va appeler encore une fois une carte ou une charte de contrôle étatique. Eh bien, il y en a un autre qui dit, moi j'ai une civilisation qui fait que on se reproduit pas à l'excès comme vous, les sédentaires. Et puis, quand on présente ça à une force supérieure, à des esprits supérieurs qui sont en charge de gérer la planète, son développement harmonieux sur le temps très long, eh bien, il y a une civilisation qui peut-être va plaire plus aux créateurs ou aux forces qui représentent un comité de vieux sages sur une montagne, ça peut le faire. Et puis on n'oublie pas que Yahvé, c'était aussi le nom d'une montagne en Arabie Saoudite. Donc si, comme le dit, on va dire, Jean-Michel Raoult, il se peut que certaines forces supérieures se matérialise ou se photographie ou s'identifie ou permettent un contact quand on est plus en montagne, eh bien, faut pas imaginer que Yahvé était le seul dieu de l'époque, puisque Yahvé, c'est le dieu qui a été choisi en moins 600 ou moins 550 à peu près, avant Jésus-Christ, par les Hébreux, suite à un comité, une sorte de concile, parmi tous les dieux de Baal. Il a été choisi pour être le dieu unique. Mais avant, il y avait plusieurs dieux dans le culte de Baal. Et il y avait été un des dieux du culte de Baal. Donc, que l'on considère, on va dire, le dieu créateur de Caïn et Abel comme étant uniquement Yahvé, ou Yahvé comme ayant été la définition, la désignation de l'esprit source créateur de ces deux civilisations-là, après chasseur-cueilleur, qui a eu bidouille ou pas au niveau génétique, c'est pas tellement la question. Le plus important, c'est de se dire, ces deux offrandes ont été présentées au créateur, et le créateur a validé l'une contre l'autre. Et de ce fait, ou aussi parce que ça avait déjà commencé, Caïn a tué Abel, c'est-à-dire le cadastre a empêché que les gens qui, eux, se déplacent, puissent avoir des espaces libres, un peu comme aujourd'hui, l'Europe a été obligée de dire aux États, ah non, il faut faire des lois et des emplacements pour que les tziganes, les nomades, les manouches, quand ils arrivent, ils aient au moins un point d'eau, un point d'électricité, ils puissent s'établir à proximité des villes, parce que eux, leur mode de vie, c'est d'être nomades, et on reconnaît le droit des peuples à la fois autochtones, 2007, la charte des peuples autochtones pour la France, et aussi des peuples nomades, donc pas fous évidemment, ou bien gitans, donc en gîte à l'année, hein, pas EN, mais AN à l'année, ce qui veut dire que ces gens-là, ils ont un mode de vie qu'il faut respecter et que peut-être leur façon de voir des choses différentes dans différents coins du monde va faire d'eux des marchands,
des gens charmants, des polyglottes, des gens qui comprennent qu'il y a des lois différentes d'une zone à l'autre, et donc qui sont capables de mettre en relation, en termes d'échange, et donc de traders aussi en termes de finances, à la fois des concepts, des lois, et des compétences, des savoir-faire, éventuellement des secrets de fabrication, ou de faire migrer ceux qui ont des secrets de fabrication, et finalement de faire de l'échange civilisationnel, et d'amener une plus-value aux civilisations qui, elles, sont trop fixées, et meurent un peu, crèvent un peu de cette fixité. Alors, excuse-moi, tu vois, je vais te couper quelques secondes. C'est quand même contre-intuitif ce que c'est en train de dire. Bon, déjà, tu décris un tableau assez bienveillant et amélioratif des communautés nomades, des communautés gitanes. Il y a aussi énormément de préjugés et d'aspects beaucoup plus péjoratifs qui sont liés justement aux gens du voyage. Et je pense aussi également aux élites mondialistes de type BHL, Attali, qui eux aussi sont considérés comme des nomades et qui prônent cet état d'esprit et ce mode de vie, et qui pourtant sont loin d'être vertueux comme tu le prétends. Alors non, je prétends pas. Là, l'objectif de ce soir, c'est de parler du principe sous-jacent, pas de l'exploitation que font certains de ces principes. C'est-à-dire que qu'on soit en bas de l'échelle ou en haut dans ces deux strates, que ce soit le cadastre ou le nomade, donc le Abel, celui qui se déplace, il y a des caractéristiques, si tu veux, qui sont les mêmes pour le gitan qui joue du violon et qui va aller faire son concert de violon devant les restos et faire la manche et puis gagner 3 sous et puis bouger d'une ville à l'autre. Il va donner son art à différents endroits, alors que moi, en tant qu'organiste d'église, on va dire, et j'en connais qui ont dit ça aussi dans d'autres cadres, si j'étais mon propre patron, je me serais viré depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que je joue inévitablement toujours un peu la même chose, même s'il y a un renouvellement local. Donc le fait de bouger, de se déplacer, si tu veux, ça amène une richesse où la spécificité par exemple, de l'artiste à différentes villes, et c'est ça qui amène de la richesse, c'est parce que le musicien va se déplacer. Donc que ce soit du déplacement des capitaux, les capitaux mobiliers, ou des tableaux, ou de la musique, ou de l'art, ou tout simplement, sans qu'il y ait besoin que les Chinois nous envoient leur espion pour l'espionnage économique, mais le type qui va faire un stage dans, tu vois, une entreprise qui fabrique tel ou tel objet et qui après va, avec l'accord bien sûr, dans le consentement et dans le respect des lois, permettre que ce soit produit dans un pays étranger avec le même principe, avec la BRI, etc., pour que les brevets soient respectés et les droits liés à l'invention puissent permettre quand même qu'il y ait le savoir-faire, la pratique, etc., qui bouge. Ça peut être fait de façon noble. Et d'ailleurs, c'est la volonté aussi de l'oligarchie, quoi que tu en penses. C'est-à-dire qu'ils veulent que chaque qualité de chacun de ces deux groupes puisse s'épanouir et soit considérée et prise en considération. Prenons l'exemple de l'argent et de l'or. Nous, on avait l'argent qui valait moins que l'or au Xe et XIIe siècle. Et puis, on a eu, comme tu le sais, des cités comme Orléans, comme le nom l'indique, il est en or, évidemment. Et donc, on a eu aussi les commerces d'étoffes, je ne sais plus si c'était à Angers ou dans ce coin-là, mais qui en fait, ils allaient vendre des étoffes dans les pays des arabes, et puis comme là-bas, comme on le dit d'ailleurs naître avec une cuillère d'argent dans la bouche et non pas en or, eh bien, comme on fait beaucoup les théières en argent pour l'argent colloïdal et la santé, tu vois, et que c'est plus efficace que l'or, eh bien, l'argent avait plus de valeur. Donc, tu pouvais aller vendre de l'argent pour obtenir de l'or dans les pays arabes et revenir ici avec l'or et acheter de l'argent et faire ça 10 fois. Donc en fait, il y en a qui faisaient le voyage et qui faisaient le trading de ça. Parce que, si tu veux, une civilisation considérait que l'argent colloïdal, grâce aux ustensiles en argent, avait plus de valeur parce que ça imprégnait la santé. Alors qu'aujourd'hui, on te vend l'argent colloïdal en pharmacie, en liquide, en machin. On ne te vend pas la cuillère en argent pour te dire que tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche. Et donc, tu auras moins de caries grâce à l'argent colloïdal en suçant la cuillère. Tu vois. Donc c'est une façon de faire voyager des concepts ou des lois différentes ou des principes, et on peut y voir quelque chose de parfaitement spirituel parce que ça rééquilibre un déséquilibre constaté flagrant. Et qui le constate ? C'est celui qui se déplace. C'est pas les deux cadastres, les deux sédentaires de chaque zone, tu vois. Oui, les sédentaires sont confortablement installés et n'ont plus assez de recul pour voir l'affaissement créé par leur posture au quotidien, peut-être ? Non seulement, mais aussi il y a un problème spirituel, c'est que quand tu es sédentaire, tu ne te renouvelles pas beaucoup. Tu fais des fois tous les jours la même routine, les mêmes choses, et finalement tu peux mourir au renouvellement. Et donc finalement tu as une fixité, voilà, qui finit par aller même jusqu'aux os, tu vois, quand tu as un cul sur chaise. Après les minéraux dans l'eau que tu bois, ils floculent parce que tu marches pas assez, t'as pas assez de dynamique, et ils finissent par te faire des becs de perroquet, ce genre de choses. Et la décentralisation, la dislocation du pouvoir national pour un pouvoir supranational avec des personnes non élues, quid de ces fameuses personnes dont je te parlais, c'est-à-dire Attali, BHL,
qui prône un nomadisme exacerbé, notamment au point de vue financier. Mais pourtant, c'est à ça que les auditeurs vont penser en premier lieu. Oui, mais c'est ça, chacun va le décliner avec ce qu'il connaît de la situation. Il y en a qui admirent Bill Gates, parce qu'ils utilisent dans leur ordinateur ce que Bill Gates a soit fait, soit aggloméré à partir de ce qu'il a volé à droite à gauche. Je sais très bien. Mais non, là, je voulais parler, si tu veux, des principes sources de ces choses-là. C'est que pour moi, à chaque fois que tu parles du principe source d'une chose, tu peux l'extrapoler à plein de domaines et après le confronter à l'expérience de ta vie. Alors que si tu parles d'un individu, c'est tranché, ça va cliver, si tu veux. Ça n'est pas du tout intéressant techniquement. C'est plus intéressant de parler, par exemple, du fait que le sédentaire, tu peux lui mettre une taxe, donc avec cette taxe, tu peux faire des murailles, alors il est content quand il est protégé, mais tu peux aussi faire des guerres, tu peux faire aussi des guerres qu'il ne veut pas, ou qu'une partie accepte de faire, ou d'envoyer ses enfants, ou de payer tout simplement, et l'autre partie ne refuse de faire. Et puis il y a même des périodes de suicide, c'est-à-dire que même les nations, les empires très bien bâtis sur le plan militaire comme Rome, au bout des années 400, et ils finissent par finalement dire mourir en regardant les jeux du cirque. Et finalement, ils s'occupent plus de la véritable politique, et finalement, ils ont les invasions barbares, et puis ils entrent en décadence de santé, de vigueur, et donc ils n'envoient plus leurs fils faire le service militaire, et puis ils ont comme gardiens des frontières, justement, des barbares, un peu comme nous, on a des fois des gens qui sont pas forcément blancos pour nettoyer et faire les poubelles, et nettoyer les rues, et bientôt garder les frontières. Et si tu as vu d'ailleurs des vidéos de ça sur Twitter, il y a des mecs qui enjambent les frontières, et finalement, le mec, à la fin, il arrête de lutter, il les aide pour pas qu'ils se prennent dans les barbelés, etc. Tu vois. Alors qu'ils sont payés, ils ont un salaire pour garder la frontière, et même en étant bien, entre guillemets, blancos, américains, etc., à la frontière mexicaine, il finit par, il arrête de courir après, ça sert à rien, tellement il y en a. Tu vois. Donc au final, voilà, la question c'est que même cette mort qui survient par cet encrassement de la sédentarité, eh bien, elle finit même par être consentie dans une forme de suicide. Parce que avec le front du tiers, la frontière, la peau, et bien à la fin tu laisses tout rentrer en toi et à la fin tu te fais envahir, tu te fais bouffer de l'intérieur, exactement comme dans les films de science-fiction où tu as un extraterrestre qui rentre en toi et qui finalement se reproduit, bouffe tes intestins et puis grossit, et voilà. Mais ça peut être autre chose, ça peut être un autre mode de vie, d'autres principes religieux, spirituels, voire éventuellement d'autres races. Et je rappelle que dans race, il y a aussi la question de Cain, puisque race c'est care, c'est prendre soin. Mais race, c'est aussi la course en anglais. Donc, si on considère que être race, non pas ist, mais race regardant, parce que isme, c'est toujours une extrémité, une pointe. Hein. Mais si on est regardant de la race, on est regardant de comment la nature care, c'est-à-dire prend soin, de la race et donc aussi de la course que font les civilisations entre elles en fonction de là où elles sont. Et on peut se dire que, d'ailleurs, j'ai eu le cas pas plus tard qu'hier, j'ai pris une femme qui est noire dans ma voiture et qui d'ailleurs regardera peut-être cette vidéo qui est très sympathique, qui s'appelle Joséphine. Et cette femme, en fait, voilà, elle n'a pas d'enfant, elle a un âge un petit peu avancé. On a discuté bioélectronique dans la voiture en un quart d'heure, etc. Parce qu'en bioélectronique, des fois, les femmes de 39 ans, on leur fait faire un régime, on leur baisse de 2 ou 3 points l'oxydation, et puis à 41, elles ont un enfant. Voilà. Donc en fait, même en revenant pas à la zone de parfaite santé, mais juste en faisant la moitié du chemin, elles arrivent à tomber enceinte à un âge avancé. Et elle, c'est plus ou moins son cas. Et d'ailleurs, elle avait des bonnes dents à la base, mais elle commence à avoir des petits soucis dentaires, comme beaucoup d'Africains quand ils viennent en Occident, c'est le cas de le dire, Occident, eh bien le sucre, le McDo, le machin, ils finissent par devoir aller chez le dentiste. Ils n'étaient jamais allés au dentiste de leur vie. Alors, il y a aussi le problème de la vitamine D par rapport au taux de cancer. On sait que la vitamine D et le taux de cancer, c'est une courbe inverse. Donc plus tu as de vitamine D dans le sang, moins tu as de cancer. Et que forcément, si une race noire centrafricaine vient sur des latitudes, alors là je vais parler aussi des migrations longitude contre longitude, c'est-à-dire est-ouest, ou nord-sud, sud-nord. Eh bien, s'il y a une migration qui se fait dans un sens sud-nord et que tu as beaucoup de kératine, tu fais moins de vitamine D. Donc, ta peau qui fait 12 fois moins de vitamine D, elle ne peut pas survivre en zone, on va dire, continentale comme le milieu de l'Europe et l'Europe du Nord, genre la Suède pour les Noirs. C'est impossible parce que tu fais moins de vitamine D. Donc, eux, c'est par exemple à UV qu'il leur faut, c'est 10 fois la dose, et en intraveineuse, la vitamine D, tu vois, ou presque, parce qu'ils en font 12 fois moins. Donc ils peuvent faire tout le bronzing qu'ils veulent, même aux bonnes heures et tout, ils vont faire 12 fois moins que le blancos. Donc de toute façon, quand même monsieur va se métisser, comme dans les pubs, c'est toujours monsieur avec madame blanche, hein, bien sûr. Donc si monsieur noir, puisque c'est 95% d'hommes qui arrivent dans les bateaux bizarrement, se métisse avec madame blanche, eh bien, qu'est-ce qu'elle va choisir? La nature care qui prend soin, eh ben elle va choisir un métissage, au lieu de faire 50-50 sur la couleur, elle va dire, oulala,
Là, le brassage des gamètes, il se fait dans une latitude qui fait que je préférais mettre du 75-25. Sait-on jamais. On garde 25% au cas où on retournerait faire un cours à la famille, pas prendre un trop gros coup de soleil, mais on va garder quand même 75 histoire de pas choper le cancer. Donc le brassage, de toute façon, on va faire du métissage. Et quand on croit que notre roman national, c'est le cas de le dire, avec les 4 mousquetaires, celui qui a écrit les 4 mousquetaires, là où les 3 mousquetaires, et ben en fait, je crois qu'il est métis ou un peu black. Voilà, Alexandre Dumas. Voilà. Donc en fait, on a des représentations de gens qui finalement, en venant ici, se sont métissés. Et le métissage gagne, ça veut dire que la nature prend soin et gagne face à une volonté des gens qui veulent profiter de cette pauvreté dans certaines zones, ou des guerres fabriquées, ou de la migration économique exploitée. Mais à la fin, c'est quand même la nature qui gagne parce que la nature prend soin, care dans les acres et dans les carrés. On va juste recadrer un petit peu. Du coup, si j'ai bien suivi, sinon tu me reprends, n'hésite pas. Donc, on parle d'Abel et Caïn. On a déjà des petites graines qui commencent à se dessiner entre les peuples nomades, le peuple sédentaire. Tu nous fais ce distinguo aussi de façon spirituelle et philosophique. Quand on parle de l'un ou de l'autre aussi, c'est une way of life, c'est une façon d'aborder la vie, de se renouveler ou d'enfermer, si je mets des grosses étiquettes. Là, tu étais en train de nous faire la jonction aussi avec les mouvements de population peut-être un petit peu plus actuels, tels que la migration, et on faisait ce distinguo-là. Ça va? J'ai tout bien suivi jusqu'à maintenant? Oui, et puis c'est surtout le lien que ça entraîne avec les différences d'état d'esprit, parce que si dans les 2 offrandes, une des 2 plaît plus à Dieu que l'autre, c'est pas forcément juste seulement l'offrande qui est en meilleure santé, qui protège mieux la planète ou quoi, c'est aussi l'état d'esprit de l'être humain qui plaît peut-être plus à Dieu dans un cas que l'état d'esprit d'un autre. Parce que, pardon, je voulais revenir sur ce que tu disais, Rudy, ça m'a un peu fait saigner les oreilles. BHL et trucs là, et Attali. Nomade. Ah, mais leur état d'esprit, il est totalement nomade. Non, on peut pas parler. Il n'y a pas plus installé, dans les croyances, il n'y a pas plus installé dans. Alors quand je dis l'état d'esprit, c'est on parle de mode de vie, on parle aussi de résidence fiscale, on parle de décentralisation au niveau des lois, on parle de putréfaction de ce qu'on appelait la nation, le pays. Moi, je suis pas nationaliste, loin de là, mais j'aime la France et je pense et j'aime énormément d'autres pays. J'aime tous les pays dans lesquels j'ai voyagé ou vécu, et ils sont aux antipodes de cette vision locale. Et c'est vrai que la vision locale n'est pas si péjorative que ça pour moi à mes yeux. Et ça, mais est-ce que le cadastre peut pas s'installer de façon internationale? Alors c'est le nouvel ordre mondial. Voilà. Donc pour moi, c'est pas ça, nomade. Oui, non, mais justement, si le nouvel ordre mondial, faut se mettre d'accord par rapport à ce que c'est. C'est pas un plan bisounours. Si on prend les sous-jacents, c'est vrai que Bill Gates ou tous les oligarques, ils ont une mobilité des capitaux et ils travaillent avec les chefs d'État pour pouvoir garantir cette fluidité des flux financiers, cette mobilité, mais toujours avec l'association. Voilà. Et c'est là où après on parlera peut-être un peu de la crypto-monnaie parce qu'elle permet une fluidité et des transferts de capitaux rapide, mais elle permet pas forcément l'emprise des États. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire leur fameuse CBDC là, leur oui, pas que. Puis l'OMS qui a un pouvoir considérable et qui va nous refaire passer un futur coco. Enfin, on va rester positif dans les projections. Restons sur la volonté sous-jacente, c'est-à-dire que sur quoi s'est construit le 21e siècle pour ce qui commence et depuis Nuremberg, sur les traumas des 2 premières guerres mondiales plus la bombe atomique qui arrive dans pas mal de mains. Et ce trauma, ça vient aussi du fait que l'homme, s'il est, on va dire, dans le servage, en tant qu'esclave, alors slave ou servus, ce qui veut dire serviteur et des fois même l'esclave en latin, ça vient du fait que les États se permettent de dire que l'homme appartient aux dirigeants de l'État ou à l'État lui-même. Pour la protection, on peut envoyer tes fils à la guerre ou toi-même si tu es en dessous de 60 ans en Ukraine, etc. Et justement là où il y a quelque chose de très spirituel aux gens comme, entre guillemets, Bill Gates ou les oligarques, ils disent, nous, on est la revanche d'Abel sur Caïn. Le cadastre, à un moment, il a tellement mis des poteaux de clôture partout que Abel ne pouvait plus faire un pas avec son troupeau. Ou bien c'était comme en Éthiopie, il y avait les nomades contre les agriculteurs et ça finissait toujours par des guerres civiles, on va dire. Eh bien, là, il va y avoir, vu qu'il y a trop de Caïn en quantité, en installation, en cadastre, il n'y a plus un endroit où tu peux aller mettre les pieds. Tu sais, me fais l'expérience, tu prends un mobil-home, va mettre les pieds quelque part, tu auras les flics dans les 5 minutes. Et donc, à partir de là, ils sont en train de dire de quel droit un État peut dire à un homme tu m'appartiens et donc je peux t'envoyer à la guerre au charbon, ou un homme de quel droit peut-il dire je n'appartiens plus à la création dans son ensemble et je peux être mobilisable pour une cause éventuellement que je ne défendrai pas.
Et en cela, ils ont raison de lutter contre ce qui a fait les deux guerres mondiales, à savoir les nationalismes. Le nationalisme, c'est de dire, sous prétexte que je suis natif, eh bien, j'appartiendrai au pays. Non, tu peux être natif et autochtone. Et ne pas être citoyen. Tu es citoyen quand la cité avec ses remparts, tu as fait les murs ou tu les as payés et ils te protègent et tu fais tes tours de garde où tu payes les gardes et tu payes cette protection. C'est pas une fable, cette histoire de nationalisme à l'origine de cette, entre autres de la Seconde Guerre mondiale, quand on voit le projet des Landers. Attends, n'oublie pas que dans le nationalisme, surtout quand on est un pays comme la France, t'as 3 frontières, déjà c'est la mer. Va au Japon et pose-toi la question pourquoi il n'y a pas eu de mixité, c'est que là, la nation c'est l'île. Et donc s'ils ont été installés, qu'ils ont le nombril, comme je t'ai dit, à 0,5 et pas au nombre d'or par rapport aux Chinois ou aux autres Asiates, c'est vraiment que quelqu'un les a installés et qu'ils n'ont pas bougé pendant un certain temps, ils n'ont pas fait de bateau, il n'y a pas eu de mixité, etc. Et même en Australie, les bateaux de migrants sont repoussés et il y en a qui crèvent. Hein. Donc où il y a des îles où il n'y a pas la frontière, c'est la mer, c'est la géographie, c'est les sommets à 3000 mètres. Si tu y vas et tu meurs de froid, bah non, voilà, tu passes pas. Mais alors tu parlais de l'Union européenne, moi ça me fait penser à Schuman et à Jean Monnet, et effectivement aussi au projet hitlérien, de ces fameux Landers, donc de l'Union européenne avant l'heure, de cette nouvelle Rome. Et c'est là où c'est contradictoire quelque part. Non, parce que le club de Rome et les volontés sous-jacentes à tout ça, c'est de dire quand il y a eu un drame, on regarde les drames qui se sont passés, on regarde donc la première guerre, la deuxième avec la fameuse vengeance dite de la planche à billets pour Jovanovic, mais moi je dirais plutôt du démantèlement de la Ruhr et de la Rhénanie, qui a mis des gens au chômage, qui a fait créer après de la pauvreté, des millions de morts dans Berlin, de l'homosexualité à 30%, le dégoût des patriotes et des artistes plus ou moins en herbe ou de mauvaise qualité comme Hitler, et finalement voilà le désœuvrement et toutes ces circonstances qui aujourd'hui arrivent encore avec le LGBTQ+, quoi qu'on en pense, et font que quand il y a des œuvrements, alors que en fait on cherche à s'épanouir dans du nouveau, dans du différent, dans du spécial, dans du hyper spécifique, alors que quand tu changes de paysage tous les jours, t'as pas besoin de la télé, je veux dire rien que la nature, c'est une évidence. C'est un embellissement le voyage quotidien. nous enrichit énormément, bien sûr. Voilà, le changement, et donc en fait il y a aussi par exemple dans les traditions, par ailleurs. Alors, éventuellement à tous les niveaux, culturels, linguistiques, etc. Mais tu vois, les musulmans, par exemple, ils laissent toujours, les maghrébins, les berbères, excusez-moi, les berbères, ils ont la tradition de toujours laisser une assiette au cas où quelqu'un passerait et qu'il faudrait le servir. Ça veut dire aussi avoir toujours une chambre d'amis pour celui qui passe, qui à ce moment-là est accueilli comme quelqu'un qui a un envoyé, un angelo, et qui finalement n'est pas obligé de voler ou de chaparder discrètement pour survivre parce qu'il est dans des circonstances difficiles. Il sait que là où il va, il y a une tradition d'hospitalité qui est là pour prévenir toute la conséquence du fait de le poursuivre, le voleur, plus les frais judiciaires et de perdre du temps avec ces conneries. Ça ira toujours 10 fois moins cher de laisser un truc pour qu'il dorme une nuit et qu'il ait un repas le soir et qu'il crève pas de faim et qu'il puisse pas dire je le savais pas, c'est pour ça que j'ai volé dans ton poulailler. Tu vois. Donc en fait, il y a des traditions qui découlent de ça. Alors que dans ce refus de prendre en compte le fait que dans l'histoire, il y a des moments où c'est Caïn qui domine et d'autres où c'est la mer, le Abel sur terre ou le Abel sur mer, c'est-à-dire celui qui voyage et qui déplace par notamment tout ce qui est les lois maritimes et tout ce qui est marchandises, qui circulent essentiellement par mer pour des raisons pratiques tout simplement. Il y a une alternance dans l'histoire, et là où peut-être les oligarques que certains critiquent, ils veulent qu'aujourd'hui, une fois que Caïn a tué Abel à 99%, ils veulent qu'il y ait la vengeance ou le rééquilibrage, selon comment on le regarde, de Abel. Celui qui se déplace, qui déplace les capitaux, qui déplace les savoirs, les brevets, etc. D'Amérique, ça passe en Chine, là où ça produit moins cher, où ça accepte de travailler pour une bouchée de pain. Si, on va dire, le Français qui refuse de travailler pour une bouchée de pain, il devait se dévêtir et enlever tout ce qu'il possède, qui vient de gens qui servent avec la calage sur l'épaule pour aller aux toilettes une fois toutes les 12 heures, a dû produire pour une bouchée de pain sous contrainte, le Français, il est à poil et il y a la moitié de son ordinateur qu'il n'a pas, tu vois. Donc... Voilà, il faut en fait, si tu veux, quand on s'enrichit, des fois on voit pas que cet enrichissement s'est fait sur le dos de certains déséquilibres. C'est le cas pour les phosphates, tu vois. Nous, pourquoi on essaie de tenir l'Algérie? Pour les phosphates, pour l'agriculture. Alors, fut un temps, elle était surtout en France. Maintenant, même si on en reste encore un petit peu excédentaire au niveau agricole, c'est surtout l'Espagne et sa mer de plastique qui inonde l'Europe de produits qui sont nourris avec tous ces phosphates.
Voilà, et puis le Maroc aussi, qui a un très, très mauvais modèle agricole, qui consomme 2 fois plus de calories que l'Espagne et 3 fois plus pratiquement que la France. On est à 29 calories pour une alimentaire produite au Maroc, on est à 16 pour 1 en Espagne, on est à 12 pour 1 en France. Donc de toute façon, il aurait mieux avoir conservé le modèle du terroir français, mais je te rappelle aussi que tous les problèmes qui sont arrivés récemment avec les fameuses sécheresses, les bassines, les machins, si on avait gardé le modèle agroécologique qui tient compte aussi que il y a des besoins multiples et variés, les jachères, la rehausse latérale du sol de 80 cm pour que le champ garde de l'eau, ne pas mettre de pesticides, d'intrants chimiques, ne pas faire ce qu'on a fait sur le blé, par exemple dans les années 60. Qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté le rendement du blé, le blé étant plus lourd, on a dû raccourcir la tige, sinon ça cassait, comme on a raccourci les herbes folles qui montent à 90 par rapport au blé qui est à 1,15 m, et bien finalement elles arrivent à la même hauteur que le blé, donc il faut mettre des fongicides, il faut, tu vois, des anti-champignons, et donc on tue les sols, et après il n'y a plus de champignons, après il n'y a plus de vers de terre, après il faut remettre du phosphate, du NPK. Donc en fait, si tu veux, il y a des cercles vicieux dans lesquels on ne s'aperçoit pas que l'on tombe, mais tu vois, il y a 100 ans, on était à 15, selon les zones, 15 à 30% d'agriculture. Est-ce que tu penses qu'avec les ingénieurs français qu'on a fabriqués avec des bacheliers maintenant à 94%, est-ce que tu crois qu'on est plus riche aujourd'hui à tous les niveaux qu'on l'était biologiquement et nutritivement il y a 80 ans avec 3% d'agriculteurs? Ça me fait penser encore une fois au nomadisme et au sans-frontiérisme. Tu parlais des bassines et de l'eau. Il y a quand même 3 millions de mètres cubes, et encore, j'ai peut-être pas le bon chiffre, mais je sais que c'est dans ces eaux-là, d'eau qui a été vendue au pays du Golfe dans les 2 dernières années. Donc toutes ces bassines, elles ont disparu au profit d'un commerce, d'un échange entre un pays et l'autre. Et on nous a fait toute une propagande par la suite, et on a interdit les remplissages de piscines hors sol, et on nous impose des compteurs sur les puits. Alors c'est là où l'argent rentre dans le concept, puisqu'on parle de liquidité pour l'argent, et que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dans les nappes phréatiques où personne n'a le regard, quelques spécialistes connaissent les niveaux des nappes, ils pompent, tu vois, ou pas, ou ils les laissent se recharger, ou bien ils prennent de l'eau en disant ouais c'est dans des cours d'eau où elle est pratiquement pure, etc. Bon, ils se démerdent parce que c'est au niveau de Montpellier ou dans l'estuaire, là, c'est sur les bords sur les rives de Méditerranée qu'ils prennent principalement. Donc ils peuvent dire dans un premier temps, il n'y a même pas 10% de l'eau qui vient de là, qui ferait défaut éventuellement une nappe phréatique parce qu'on la prend là avec les écarts de pression. Puis aujourd'hui c'est 10%, demain sera 20%. Et donc toute cette liquidité qui n'est de toute façon au niveau financier toujours que le résultat du travail humain, eh bien, tu vois qu'il y a une sorte de nappe de ces liquidités dans lesquelles on pompe, comme Nestlé en Suisse, là, il y a une usine qui pompe l'eau et puis les gens n'ont pas le droit, eux, de la pomper, alors que l'usine a le droit de la mettre dans des bouteilles pour la vendre. Donc, si tu veux, il y a une privatisation de cette énergie mise à disposition théoriquement de l'humanité de façon entière, ou qui doit être régulée sur la base de la non-revente de la marchandise source, tu vois ce que je veux dire, on peut te vendre la bouteille de plastique, en disant la bouteille de plastique ça coûte tant, mais pas ce qu'il y a dedans. Normalement, oui. Et puis on pourrait désaliniser largement. On a énormément de technologies qui nous permettraient de... Non, il n'y a pas besoin. Tu sais que maintenant, il y a des trucs qui ont une peinture qui est tellement lisse comme du téflon qu'en fait, l'humidité elle glisse dessus et il suffit de secouer ce grillage. En Afrique, ils ont fait ça. Avec une sorte de gouttière en bas, tu récupères et tu te fais 10 litres par jour. Il y a des sortes de systèmes à vent où le vent fait tourner et puis la condensation fait tourner la pâle. La pâle, elle est hyper lisse, tu vois, avec cette fameuse peinture. Donc, ça récolte genre 10 litres d'eau pour un truc qui te fait la place d'une chaudière. Bon, donc non, si c'est pour l'eau pour boire, il n'y a pas besoin, tu vois. Et après, pour tout ce qui est l'eau pour les champs, je rappelle que les champs n'ont pas besoin d'eau. Un binage vaut 2 arrosages. C'est-à-dire que les champs, ils ont besoin des trous, des galeries, des vers de terre pour que l'humidité de la nuit amène en nutrition, si tu veux, cette humidité qui est dans l'air de la nuit. Il n'y a pas besoin d'arroser un champ. Il faut qu'il y ait des galeries qui sont en communication avec les... Et les terres sont mortes, les terres sont mortes sur 80% des territoires francophones. Alors, elles ont perdu 85% de leur biomasse vivante interne. C'est les fameux travaux de Lydia et Claude Bourguignon. Voilà. Ok, bon, on passe à la suite sur Abel et Caïn, on recentre. Mais alors, tu vois qu'il y en a un des deux qui, de façon indiscutable, donne raison à Yahvé ou à Dieu, à l'époque, en disant, moi, ce que fait Abel, ça bousille pas la planète, et ce que fait Caïn, ça bousille parfois la mentalité de l'homme, parfois les peuples qui s'entretuent, et puis ça bousille aussi l'état d'esprit qui résulte de tout ça. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un équilibre à trouver entre ceux qui gèrent eux-mêmes leur naissance, à savoir les nomades, les bergers, ou ceux qui, à un moment, le font par une sorte de malthusianisme plus ou moins inconscient, avec des traditions, des rigueurs. Madame, elle attend d'avoir une dot et elle se marie à 28 ans sous l'Ancien Régime, et puis après, quand à la République
République qui dit maintenant tout ça c'est des conneries, elle finit par mettre la majorité de 21 à 18 ans, et donc tu peux te marier même à 16 ans, il y a des lois sur le mariage à 15 ans ou à 14 ans aux États-Unis, il y a la fiançaille à 16 ans, il y a la dépénalisation à 15 ans, il y a des filles qui peuvent tomber enceintes à 16 ans, il y a personne qui va en tôle, et madame n'a pas de dot, et si elle n'a pas de dot, eh bien elle n'a pas son indépendance financière qu'après elle va chercher dans le métier, donc elle va pas allaiter l'enfant parce que tu comprends, il faut qu'elle bosse, etc. Et au final, ça fait qu'il y a des pertes de ces repères. D'ailleurs, le malthusianisme, comme le disait hier avec Idriss Abderkane, Pierre-Yves Rougeron, c'est comme Karl Marx, on prête à Karl Marx un marxisme qui n'est pas son marxisme, et on prête à Malthus un malthusianisme qui n'est pas son malthusianisme. Lui, il prévoyait juste de rétrécir la période de fertilité entre la date du mariage et du premier enfant jusqu'à la date de la ménopause pour madame, parce que l'andropause est beaucoup plus tardive chez l'homme. Donc c'est juste un calcul et une rigueur qui permet aussi que si madame elle en a marre de son mari qui la cogne un peu trop ou qui l'a fait un peu trop chier, elle peut dire mais moi j'ai eu ma dot, cette dot a été mise, elle a une valeur, donc si je me barre, je pars avec la moitié de la baraque. Tu vois, et c'est-à-dire la dot ou la valeur, il y a une dette qui est due et le tribunal statue. Donc c'est pas parce qu'on aurait même un régime religieux comme les mollahs d'Iran, tu vois, il y a quand même le divorce qui est autorisé en Iran. Mais il faut des causes, comme il fallait des causes jusqu'en 74 pour divorcer. Tu divorçais pas juste parce que tu en avais besoin ou envie. Non, il fallait qu'il y ait une cause majeure, tu t'étais engagé, tu vois. Il y a un contrat matrimonial et patrimonial. Donc tout ça, même chez les nomades, ça entre en jeu. Et dans l'histoire, on l'a toujours géré, on a toujours fait notre propre malthusianisme. C'est juste que la République nous a dit, vous inquiétez pas, maintenant c'est nous qui édictons toutes les lois, vous inquiétez pas, baisez autant que vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Alors, certes pas depuis le début de la République, mais depuis 74. C'est aller voir ailleurs si vous voulez, baiser comme vous voulez, dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers, par devant, voilà. Et puis divorcer dès que l'envie vous enchante, on vous facilitera la vie pour ça. Et au final, il faut plus de motifs, il faut plus de motivation. Or, une des grandes règles du vivant, c'est que quand tu as vraiment besoin de construire un abri, de faire quelque chose, il faut qu'il y ait une motivation, une motion, l'émotion qui donne le moteur et le motion, c'est-à-dire le mouvement. Donc l'inverse de l'aseptisation actuelle de la société. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des maisons, il y a même le DAL, le droit au logement. Il y a des gens qui ont un logement alors qu'ils l'ont même pas voulu de façon forte, juste parce qu'ils disent, moi j'ai le droit au logement. Bah, moi je sais pas ce que c'est, moi j'ai construit ma maison en partant d'une pelouse nue, tu vois, il a fallu creuser les semelles, etc. Et voilà. Donc j'ai conscience que dans cette vision-là, qu'on soit sédentaire ou pas, il faut vouloir les choses pour qu'elles arrivent. Tu ne deviens pas un violoniste tzigane qui joue dans les restos et qui peut récupérer des pièces une fois qu'il a joué par l'opération du j'ai droit à. Non, tu bosses tes 12 heures par jour de violon pendant 20 ans et au bout de 40, on commence à t'applaudir vraiment. Parce que le violon, en dessous de 40 ans à 12 heures par jour, je souffre. Moi, je te le dis, j'étais à l'orchestre de Paris, à l'orchestre de Monaco. En dessous des premiers violons solos, je souffrais même avec les violons Durand, tu vois. Parce que c'est un instrument ingrat, le violon. Donc, voilà, les tziganes jouent du violon et tu joues pas du violon en te tournant les pouces, quoi. Nos deux frères, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas si c'est des frères biologiques. Ah oui. Et on ne sait pas si c'est des civilisations ou des modes de civilisation qui ont été peut-être en concurrence, en confrontation, et qui à un moment de l'histoire ont dû présenter l'œuvre de leur civilisation à un comité de sages sur une montagne qui s'appelait Yahvé, ou à un véritable dieu qui est venu sur sa petite bulle énergétique, son ovni ou je sais pas quoi, ou qui a envoyé ses gens parce qu'il n'avait pas le temps, il devait rester au sein de ses étoiles pour gérer tout ce qu'il a géré en termes d'informations sur tout le cosmos. Il a envoyé ses représentants et puis il a dit bon, vous allez me voir un petit peu ce que ça donne là entre les bergers ou les anciens chasseurs-cueilleurs et puis les sédentaires, voir s'ils arrivent à chacun à garder les qualités de l'autre, parce que chaque groupe finalement a acquis des qualités tant au niveau d'adaptation sanguine par les groupes sanguins que d'adaptation morale. Tu as une religion ou un mode juridique, parce que ça n'a jamais été distingué dans l'histoire, hein. C'est qu'une invention récente, la laïcité. C'est un délire pour voler les églises et des bâtiments. D'ailleurs qu'on revend 100 ans après, une fois qu'il faut faire des travaux écologiques et mise aux normes. On les revend, j'ai eu ça avec le presbytère de Valbonne. Donc ils te volent un truc en disant ça appartient à l'État, et puis 100 ans plus tard, tiens, il est à vendre. T'as pas envie d'être le pigeon qui va acheter, et après comme ça c'est toi qui te tapes les travaux. Donc non, la laïcité, c'est un gros mythe dans l'échelle de l'histoire. Le juridique et le religieux, puisque religieux, c'est relier, reléguer, c'est relier les points, c'est croiser les points, c'est faire on va dire, c'est du décloisonnement de cette pyramide où il y a des différents domaines, différents concepts, et il y a des portes, on va dire, c'est pas une pyramide de fluide où il y aurait pas des blocs bien séparés. Il y a des blocs bien séparés qui font la stabilité. Des fois, comme en Égypte, il y a des formes un peu spécifiques qui font que c'est antisismique, effectivement. Mais dans tous les cas, il y a des possibilités en vertical
verticale comme à latéral, de décloisonner pour que le système s'entretienne, progresse et que les savoirs, si jamais certaines personnes qui ont certains savoirs, certains individus ont certains savoirs, eh bien, il ne faut pas qu'avec leur mort, ces savoirs soient perdus éventuellement. Donc, il faut absolument qu'il y ait aussi une part de latéralisation, une part de verticalisation dans les deux sens, vers le bas comme vers le haut. Donc, en fait, tout ça, ça nous ramène à la question de l'appartenance de la Terre, mais comme humus et humain, c'est la même racine, et puis ça vient du nez. Alors, le nez, évidemment, ça nous met en relation, parce que lui, je peux le sentir ou je peux pas le sentir, évidemment. Ouais. Donc ça veut dire que c'est aussi le quantique parce qu'on sait que c'est par le ressenti, même quand il n'y a pas les molécules, qu'on arrive à avoir des informations qui nous ramènent à la lecture quantique. Ça a été trouvé avec les chiens et avec l'homme, même quand il n'y a plus aucune molécule, juste la mémoire du contact avec des molécules, et que statistiquement il n'y a pas comme pour l'homéopathie, eh bien des fois l'homme et le chien trouvent le chien beaucoup mieux. Et donc ça veut dire qu'il y a une lecture de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la lecture moléculaire avec nos systèmes, on va dire classiques. Il s'agit d'informations chargées sur la matière et non pas de molécules de matériel qui seraient lues par notre système. On dit d'ailleurs le ressenti. Évidemment, évidemment. Et donc là, on part sur la question des territoires allodiaux. Donc un territoire allodial, c'est-à-dire que est-ce que tu dis la Terre est à moi? Et donc je cartographie, je dis bah là j'ai pu mettre 3 piquets, 3 clôtures, donc enfin 4 plutôt, parce que c'est des acres et des carrés. Donc c'est à moi et personne n'a le droit d'y passer. Ou est-ce que la Terre est à tout le monde et qu'il faut la co-gérer et donc vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux parce qu'on va vous allouer une allocation. Plutôt que dire propriétaire, la terre y est propre, vous serez locataire et des terres alloc, ou des terres d'alloc, et vous aurez l'alloc qui vous sera alloué que si vous acceptez de vous déplacer. Donc il y a le problème sémantique aussi dans la langue des oiseaux, c'est qu'historiquement, les gens qui sont en conflit contre les nomades qui sont en conflit contre les sédentaires, en devenant locataires, finalement ils finissent par laisser leur loc à terre, ils sont surtout des allocataires avec des allocations, et d'ailleurs si tu enlèves la pompe aspirante de l'allocation sur le migrant, qui est donc à moitié grand, le grand, évidemment, économiquement. Donc, il est exploitable, taillable et corvéable à merci par le gérant, le Soros du coin. Donc, si tu veux, il y a une prédation économique de la faiblesse. Et comme un bon trader, le Soros, il va regarder qui a besoin de bosser pour survivre. Sa famille a envoyé 80% au bled et il va le déplacer parce qu'il n'a pas pu déplacer l'usine. Sinon, il déplace l'usine, selon les lois ou les brevets, etc. Donc, quand on peut, pendant 30 ans, on déplace les usines textiles en Grèce ou au Maroc, etc., ou les usines Renault. Et puis, quand après, on a besoin carrément que tous ces blancs qui pourraient être moins nombreux, puisque finalement, comme dans le trading, moins on est nombreux à posséder ce qu'on appelle les petites mains, les mains en or, les golden fingers, là, eh bien, plus on peut s'accaparer les richesses par la gérontocratie, l'intelligence, l'expérience et le fait d'être un petit nombre de traders. Eh ben, si on va dire les monnaies fortes sont sur l'euro et le dollar, tant qu'elles n'ont pas encore trop dégringolé, ce qui est en cours de début pour l'euro et bientôt pour le dollar, eh bien, il est de bon ton de tuer le maximum de blancos pour l'oligarchie, pour que le blancos seul à QI supérieur à 120, 130 reste, et puis le reste on fait faire par des robots ou des esclaves importés. Voilà, c'est aussi une mentalité. C'est un eugénisme très particulier alors, pour le coup. Alors là, c'est plutôt la mentalité du trader qui sait que, en fait, même de façon aléatoire, quand tu fais du trading avec un système totalement aléatoire, c'est les premiers qui gagnent les trades, qui après peuvent baisser le risque et qui après gagnent encore plus de trades et à la fin, tu finis avec 2 ou 3% des traders qui ont le maximum, qui ont 98% des gains. D'où le trading à haute fréquence. C'est la rapidité qui importe, la prise de position. Oui, et aujourd'hui d'ailleurs, en fait, vous allez voir de plus en plus que, parce qu'on me reproche, dans certaines, je suis désolé, je suis passé chez Nora il n'y a pas longtemps, on m'a reproché d'avoir encore parlé trop vite, je suis complètement désolé, mais c'est vrai que la tachypsychie, puisque depuis que Tamara m'a dit, tiens, toi il faut t'écouter au ralenti, moi maintenant j'écoute 2 fois plus de vidéos parce que je mets tout en x2. Rien qu'en le disant, t'as vu, j'ai commencé à accélérer le débit. Et donc, maintenant que j'écoute tout en x2, en fait, ça me permet de penser beaucoup plus vite encore et d'avoir 20 heures de vidéo dans la journée au lieu de 10. Ah mais ça va trop vite, François, pour le Kidam. Mais c'est pas ça, c'est que les ordi quantiques, des fois un ordi quantique va remplacer des centaines de milliers d'ordi normaux parce qu'il va pouvoir faire des opérations avec une vitesse de calcul supérieure. Donc il y a la quantité, la qualité et la fiabilité des données, pas des datas. J'aime pas le mot données parce que souvent elles sont volées d'ailleurs. Des datas, ça rejoint à date le fameux chakra dans la Merkaba, dans la Kabbale hébraïque, il y a la da'at, qui veut dire où, quoi, quand, comment, combien, par qui, pourquoi. C'est toutes les questions qui viennent du logos, de la gorge, évidemment, la date. Donc il y a la date, évidemment, qui en découle. Et donc les datas, cette collecte,
intellect, c'est ça qui permet, et ce traitement à haute vitesse qui permet de comprendre le réel. Il y a tout qui s'accélère. Et au niveau de la civilisation européenne, aujourd'hui, tout le monde est équipé. Intellectuellement, théoriquement, il y a un bagage avec un bac général pour 90% des gens maintenant, et puis il y a des outils sinon pour avoir des réponses à toutes les questions qu'on se pose. Donc en fait, l'ignorance est devenue un choix, et le fait de ne pas entrer sur des choses, on va dire, plus complexes à créer ou à co-créer, eh bien c'est aussi un choix si on veut être berger. D'ailleurs, ici, en fait, devant chez moi, les bergers, c'est les gens qui sortent de prison qu'il faut réinsérer. Et on pourrait dire, tiens, c'est vrai que c'est pas bête, quand tu es avec les animaux et avec de l'herbe et les étoiles et le truc, en fait, tu es face au miroir, face à toi-même, et si jamais tu as commis des choses, ou une fois que tu es sorti de prison, il faut que tu t'interroges, tu es face au miroir, tu es face à tes interrogations, et ça te permet de faire une sorte de relecture un petit peu plus tranquille qu'en prison, où ça peut être plus tendu, on va dire. Voilà, où tu n'as pas forcément ni le miroir dans la prison, sinon tu le casses, évidemment, ils sont en plexiglas en général, et bien haut, ou sinon la télé qui te montre les vidéos des crimes que tu as commis. Moi, comme système de torture, j'ai souvent imaginé ça. C'est qu'on montre au mec 4 heures par jour sur une télé qui ne peut pas les casser, les vidéos, les crimes et le drame que ça a fait. Tu vois, histoire que le mec il s'interroge et qu'il se dise. Et quand on commence à avoir une larme, on commence à envisager la remise de peine. Mais pas avant. C'est Black Mirror, hein. Tu l'as vu peut-être cet épisode-là, Black Mirror. Je crois que j'ai commencé 10 minutes à voir ces trucs-là, mais ça m'a pas trop branché. Il y a un épisode qui met en pratique ce type de condamnation. C'est intéressant, tu pourras le regarder. Voilà, donc là j'ai fait à peu près la moitié des types de sujets que je voulais aborder. Si vous avez des questions, écoutez, on peut se lancer. Sinon après je voudrais faire des déclinaisons un peu techniques sur entre autres les crypto-monnaies, sur comment naissent et meurent les empires avec toute cette contradiction et cette problématique de cette guerre entre Abel et Caïn. Et puis voilà, la notion des échappatoires, la mobilité des capitaux, les villes flottantes ou les villes expérimentales sur des plateformes offshore pétrolières, des trucs comme ça, quoi. On parlait de cadastre et on parlait de territoire, hein, mais travailler la terre, ça rend heureux. Il y a des études qui sont sorties là-dessus. Mettre les mains dans la terre au quotidien. C'est les mains, les pieds pour la mise à la terre électrique, c'est l'humus parce qu'on respire aussi des bactéries de la terre et on ensemence aussi sa flore bactérienne grâce à ça. Donc c'est tout un ensemble, c'est pas juste la travailler. Si tu la travailles en épuisement à te péter les reins, à ramasser comme ils font des fois en Allemagne, là, ils se plaignent parce qu'au bout de 3 jours ils ont ramassé des trucs où qui sont pas à bonne hauteur. Moi je me suis fait les potagers où je suis dans une tranchée de 80 cm, donc je travaille à hauteur si jamais je fais mon potager, tu vois. Alors que les gens qui se penchent pour ramasser des trucs à hauteur de sol, ils ont les reins pétés quand ils ont jamais fait ça de leur vie. Au bout de 3 jours ils démissionnent. On dit ils ont refusé un emploi. Ah ouais, mais t'es pété du dos avec les reins à te plier, tu vois. Tu peux pas faire ça si tu l'as jamais fait, quoi. C'est tellement contradictoire et tellement contre-intuitif, mais en même temps, ça se comprend parce qu'effectivement, le fait d'être sédentaire, d'avoir un travail sédentaire, implique une position assise. Et on vous renvoie vers les origines de la médecine, hein, pour les facteurs de mauvaise santé principaux. Il y en a 7 que tu avais évoqués. Et un des premiers, et qui est encore une fois pas évident pour tous, c'est la sédentarité. C'est le fait d'être assis. Admettons 8 heures par jour sur une chaise. 20% de vie en moins et de durée de vie, de qualité de vie. Voilà, 20% de durée de vie 20%. en moins quand même. Si tu devais vivre 100 ans, tu vis 80. Pour les caisses de retraite, c'est idéal. Il va falloir obliger tous les jeunes à avoir l'habitude d'être assis à l'école. Surtout pas de Montessori ou d'école spéciale où tu seras en mouvement avec des trucs ergonomiques, là, comme on est en train de voir en ce moment sur Twitter. Il y a des élèves en Chine qui disaient que la sieste, elle est dans la constitution chinoise. Le droit au repos et à l'allongement. Donc on va pas te mettre sur des bancs comme à Paris pour les SDF, des trucs qui est anti s'allonger, tu sais, des trucs qui cassent les bancs. C'est dégueulasse, ça, parce qu'en fait il y a besoin que la colonne soit allongée et il y a besoin aussi du yin dans le yang, c'est-à-dire de la sieste pendant un quart d'heure. Ils ont voulu complètement exproprier les lieux et complètement évacuer tous les sans domicile fixe de Paris, hein, de la capitale. Mais ça c'est encore gentil de mettre les pics ou les trucs à Mandelieu, tu sais ce qu'ils ont fait? Moi j'en témoigne, hein. Alors des fois entre guillemets ça peut se comprendre quand on voit la gueule des mecs ou ce qu'ils faisaient, où ils étaient drogués, ils étaient dans un sale état, et en plus ils engrossaient leur nana SDF aussi. Alors, on peut pas toujours, on va dire, ni responsable ni capable et peut-être un peu coupable dans le passé, va savoir, mais les mecs, un mec qui était ravagé, qui faisait la manche dans une église à Mandelieu où j'ai été organiste, à un moment il a disparu et on sait tous ce qu'il en est advenu, c'est qu'il dérangeait les gens à la poste ou à l'église, où il dérangeait les gens, il faisait une mendicité active, et comme c'était comment il s'appelait, le roi, le maire de Mandelieu, là, un ancien du GIGN, un ancien gendarme. La politique à l'époque, c'était bon, on te prend, on te met dans les stérelles et on t'enlève les godasses.
Et voilà. Et donc Pas tu de as nom, pas de nom, François. peut-être 15 kilomètres. Non, mais j'ai pas dit que c'est lui qui a donné l'ordre. Ah oui, bon, Mais tu l'as j'ai dit insinué, juste mais... que le maire de Mandelieu à l'époque s'appelait Monsieur Leroy, et donc on sait qu'il avait une politique assez dure pour, entre guillemets, maintenir sa ville propre. Je ne dis pas que c'est pas une directive préfectorale, qu'elle est municipale ou quoi, j'en sais rien. Mais je peux dire juste que ce type-là, il a disparu. Et s'il a disparu, c'est qu'il a disparu. Voilà. Donc peut-être les 10 kilomètres à pied depuis l'Estérel, il n'a pas réussi à les refaire, ou il s'est fait mal aux pieds, ou il a été disparu. Il a peut-être été disparu parce qu'il commençait à casser les pieds aux maires ou aux flics municipaux. Voilà. C'est marrant parce que tu parles des sans domicile fixe et effectivement, on est dans une sorte de nomadisme là aussi pour le coup, puisqu'on n'a pas, c'est comme le port-salut, hein, c'est voilà, sans domicile fixe. Et pourtant, ça reflète pas un idéal, hein, loin de là. On est sur un cauchemar sociétal en France et partout dans le monde. C'est ce qu'on essaie d'éviter à tout prix. Ouais, c'est encore très très contre-intuitif. Donc c'est très intéressant la thématique que tu nous proposes aujourd'hui parce qu'elle vient un petit peu nous bousculer par rapport à tout ça. Après, il y a la question du travail en temps. Justement, le territoire lodial, c'est de dire qu'on alloue à des gens ou à des organismes comme le Puy du Fou au Monaco qui ont le statut de territoire lodial, tu vois. Donc moi, ce que je verrais bien, tu vois, c'est le fait que des gens se regroupent en association de Français autochtones, natifs, et que comme la France a ratifié en 2007 la charte des droits des peuples et individus autochtones, il suffit de dire, moi, ma religion, c'est que tout ce qui m'appartient appartient à Dieu et tout ce qui m'appartient est sacré et participe de ma religion. Je fais offrande une fois par an de tout, pas besoin de faire un jubilé pour la remise de dette tous les 49 ans. Moi, chaque année, je remets tout à Dieu, tout appartient à Dieu et Dieu me donne, c'est la triple donation chaque année, si tu veux, sans passer par Jeanne d'Arc et le roi, pas besoin, tu vois. Et on se fait tout ça en direct. Et donc, à ce moment-là, tous les objets de culte, la conservation de l'ADN, la conservation des coutumes et des styles de vie et des styles alimentaires, etc., des semences, etc. Tout est protégé. Donc tu peux planter ta semence cocopelli comme l'Elysée sans être embêté par les semenciers. Il suffit juste que tu n'en tires pas profit de commerce vis-à-vis de l'extérieur et que tu sois sur un territoire ou un statut allodial ou un statut de fondation. Ah, mais là, tu parles de la fameux Bill fraude. Gates, ils font des fondations. Non, je te parle du principe d'échapper au défaut du cadastre. Le cadastre, il dit tout m'appartient. Et c'est là où Abel, donc les oligarques, la finance, la mobilité des capitaux, il dit non, les États, le nationalisme, vous voulez que tout vous appartienne, les terrains, les productions, les hommes, et ce qu'ils pensent et bientôt ce qu'ils vont regarder sur Internet ou tout ça, tu vois. Bref, à un moment, non, tout ça, toutes ces données ne sont pas données, sont des volets. Ce sont des datas, des informations cumulées qui sont peut-être exploitables dans un certain cadre pour envoyer de la pub ciblée, etc. Mais tout ça, ça doit être fait dans le consentement. Donc il y en a qui regardent le fait que on pourrait éventuellement allouer du territoire à des gens qui, finalement, n'appartiendraient pas à l'État et déclarent leur indépendance. Moi, je le dis très clairement, si demain, il y avait une guerre et qu'il y avait une mobilisation, dans tous les cas, je dirais à l'État que j'ai déclaré ma non-citoyenneté depuis des années, j'ai fait des courriers AR, au procureur, au préfet des Alpes-Maritimes, etc., et qu'en aucun cas, je n'appartiens à l'État. C'est-à-dire, en aucun cas, quand même la guerre serait juste, j'irais la faire moi-même, j'achèterais un flingue, j'irais la faire, mais si j'estime que je dois la faire, mais en aucun cas, je ne la ferai sur ordre. C'est-à-dire que Abel n'appartient à personne, il peut se déplacer. Jamais il va faire une guerre pour un territoire, pour un pays, ou même pour un brevet. S'il y a un mode de fabrication à droite et qu'il est protégé par un brevet qu'il ne peut pas le dire à gauche alors qu'ils en ont besoin, ça va les sauver pour de l'irrigation, je ne sais pas quoi, et bien il va en inventer un autre, tu vois ce que je veux dire, il y aura une inventivité, une créativité et des intuitions qui sont liées au fait qu'il regarde les étoiles. Et quand on prie la bonne étoile, la faibleuse secoue son voile, comme dans la chanson de Pinocchio, tu vois. Et puis c'est l'intuition, la bonne étoile, etc. Donc se fier à sa fortuna, la bonne étoile, la chance, fortune, tu vois. Nous, on pense à finance. Et donc, on parle aussi, en langage des oiseaux, à la fine anse. Une anse, c'est quoi? Une anse, c'est ce qui te permet de porter un panier. Alors, un panier, tu sais, il y a toujours cette notion du peuple. Le peuple, c'est ce qui serait dans la casserole. Et finalement, comme la grenouille qu'on fait chauffer sans qu'elle s'aperçoive de la montée en température, il y a ceux qui pensent être la carole plus ou moins carrée avec le cadastre, tu vois, une sorte de carole carrée, de marmite carrée, qui pensent être le contenant. Et donc, comme je suis le contenant et toi tu es le contenu, tu m'appartiens. Bah non, parce qu'à un moment, ça va déborder, soit par ébullition, parce que je commence à nous les chauffer, ou soit parce que il y aura du mouvement latéral. Et donc, en fait, il y a dans ce panier, si on préfère cette vision de cette richesse, les œufs qui sont dans le panier, hein, pas mettre tous ces œufs dans le même panier, ces œufs, elle s'est portée par une arche, une oligarchie.
Et cette arche, elle peut avoir comme un dôme la notion de protection, de régulation des exagérations. Par exemple, là, tout le monde s'attendait, vu que les BRICS veulent quitter le dollar et commencent à glisser vers d'autres modes de règlement, on s'attendait à une chute brutale du dollar. Et le dollar a chuté de 1,03 sur le DXY à 95, 96, à peu près 0,95, 96. Et finalement, tout le monde s'attendait à une chute qui aurait continué. Et ce qu'on a vu sur les marchés, c'est que tout le monde était ce qu'on appelle long sur l'euro. Et donc, l'euro allait se faire défoncer au profit du dollar qui allait remonter. Tout le monde sortait le dollar. Et donc, tout le monde vendait à découvert. Et donc, il y a des mécanismes de régulation des exagérations. Tout le monde a voulu trop anticiper le pétage de gueule du dollar. Et donc, ça l'a fait remonter. Et donc, si tu veux, dans ces fameuses courbes de trading et même s'il y a des tendances de fonds générales qui vont aller vers la dédollarisation, on va passer de 86 à maintenant 82 et peut-être en 5 ou 10 ans à 70 ou 50% des règlements internationaux en dollars et le reste sera dans d'autres monnaies ou en troc ou en équivalent pétro-yuan, etc. Ou pétro-rial avec l'Iran, tu vois. Il y aura d'autres formes de règlement ou le bitcoin, mais il y aura d'autres formes de ces mouvements de liquidité qui vont permettre à la fois d'avoir le bon côté d'Abel, c'est-à-dire tu peux pas dire j'appartiens à toi qui serait le garant d'un État, d'une zone géographique, tu peux pas me prendre moi pour ta guerre, mon fric, ma finance, faire ce que tu décides sans mon consentement. Et tu peux pas non plus mettre la main sur mes capitaux, quand bien même tu veux que je reconnaisse la valeur de ton travail. Tu as fait une route, tu as fait un pont, je passe au péage, je paye. Mais le reste du temps, tu m'emmerdes pas. C'est comme ça que ça va se voir. Et avec le Bitcoin, si tu dois payer ton péage en Bitcoin, tu paieras en Bitcoin et puis voilà. Mais le Bitcoin sera sur une adresse, sur une clé privée, sur des choses où finalement tu pourras échapper à la mainmise. Le Bitcoin, ça y est, il a complètement été phagocyté par... Attends, les États ont pris le contrôle. Je sais très... Mais oui, c'est là encore où tu n'as pas une vision complète. C'est centralisé à 100%. Est-ce que tu as lu le documentaire sur Arte sur la naissance du Bitcoin avec le mythe Satoshi et le fait que dans les Asiques, il y a un brevet qui appartient à la NSA? Non, j'ai pas. Mais c'est comme Satoshi. Enfin, je veux dire, on ne sait même pas qui a créé ce foutu Bitcoin finalement. Mais si, on sait que une partie des motivations des oligarchies et des services, ou des sévices parfois de renseignement, est légitime. C'est-à-dire qu'ils voient que les hommes, un petit peu comme des gamins, quand le papa est pas là, ou le grand frère, on va dire, tu les laisses un peu jouer, quand tu reviens, une fois sur 4, ça finit en bagarre, il y a du sang. Donc le truc c'est que tu peux pas te barrer, aller faire autre chose, aller dévier les météorites ou aller péter les volcans en quadrillage carré comme le volcan des Canaries parce que t'es emmerdé, parce qu'il faut que tu reviennes gérer. Voilà, donc qu'est-ce que tu fais? Tu mets une IA, tu mets un protocole. D'ailleurs, Nora a fait une émission dans laquelle je suis intervenu où elle a reconnu, où elle a évoqué le thème que les petits gris sont en fait des fabrications électromécaniques pilotées par IA et sont en aucun cas évidemment des extraterrestres comme tout le monde s'en doutait pour les petits gris. Je parle pas des grands gris, on parle des petits gris. Mais tu es en train de confirmer le paternalisme des élites, enfin tu es en train de le valider quelque part. Alors, je suis en train de valider le fait que si tu penses et tu vois le monde d'après les schémas principiels, tu vois que le côté protection, le dôme et donc l'enceinte, donc la fortification enceinte de la cité de l'enceinte, c'est la femme enceinte, c'est donc le cadastre, c'est donc la fortification maternisante, protectrice. Bien que dans le carré, il y ait des angles droits, donc ce serait plutôt phallique. Et l'homme, parce que quand ça monte, c'est pin-up, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça fait lever angle droit. Voilà. Donc il y a une motivation dans ce langage soi-disant vulgaire. En fait, il y a le descriptif de qu'est-ce que fait une pin-up, et voilà. Et donc l'équerre, être d'équerre ou dormir sur la béquille, c'est pas pour rien que ça existe en termes de vocabulaire français, et que là où l'habité roi, la baise y est. Ouais. Voilà. Bon, il faut bien rigoler. Florilège de la part de François, tu nous régales à chaque fois avec ta langue des oiseaux. Tu ne peux pas échapper au constat qu'on le retrouve dans le réel. Quand bien même ce serait inventé, ce serait des vues de l'esprit, tu le retrouves. Donc une enceinte fortifiée et une femme enceinte, c'est féminin. Et fémine in, elle fait une mine à l'intérieur. Une fémine in, c'est le fait avec deux êtres pour le faire. Donc fait le feu avec deux E, donc être. Hein. Être, la lettre 5, la main dans la caverne, c'est donc le être. Le 5 de Da Vinci, l'homme de Vitruve, c'est l'être. Donc tu fais avec deux êtres la mine à l'intérieur. Féminin. Donc être féministe, ça veut rien dire. Tu as le féminin d'un côté, tu as le masculin. Et ce masculin, tu le retrouves beaucoup plus dans les oligarchies, dans la liberté, l'émancipation, de dire, bon, le gamin, t'as grandi dans la cité, dans la fortification, dans le cocon familial, voilà, t'as été protégé, on t'a protégé, voilà, on t'a mis les petites roulettes au vélo. Maintenant, on va t'apprendre à te tenir un peu, on va les enlever, et maintenant, tu vas aller dans le village d'à côté, dans le pays d'à côté. Comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Forment la jeunesse au fait de quitter les protections étatiques, matricielles, etc. Donc oui, il y a des polarités. L'État, c'est masculin, féminin en termes de tous les systèmes de protection.
Ça intègre un petit peu de masculin dans les angles du château fort, mais il y a des angles droits, et voilà. Mais et quelques gardes avec des pics, donc des phallus, évidemment. Mais sinon, c'est quand même principalement, ça fait appel à du masculin pour sa sécurité, mais c'est quand même principalement féminin. Et inversement, la liberté, le fait de dire au gamin, tu veux faire du saut en parachute, du saut à l'élastique, que tu connais les risques, il y a 1 sur 12 000 qui se pète la gueule en parachute et 1 sur 6 500 qui va se péter la gueule parce qu'il a oublié d'attacher bien son élastique ou qu'elle est bousillée. Est-ce que tu acceptes le risque? Tu y vas, tu es content, tu fais ça 10 fois, tu reviens. Si tu le fais 6 500 une fois, tu es dans les stades de celui qui va mourir, je te le dis. Après, tu fais ce que tu veux. C'est le principe de la liberté et de la responsabilité. Est-ce qu'on peut transposer justement ces polarités sur Abel et Caïn de façon originelle? C'est-à-dire Caïn serait peut-être plus la polarité masculine et Abel la polarité Mais non, Caïn, c'est le féminine. cadastre. Et le cadastre est géré par des forces organisatrices, décideurs, qui souvent, effectivement, sont plutôt patriarcales et masculines, mais qui très vite se laissent supplanter par le féminin. C'est l'enclave, en fait, quelque sorte. Oui, c'est voilà, c'est une l'intériorité. enclave, c'est une enceinte protectrice. Quand bien même, elle je a une comprends forme l'image, carrée. effectivement. Tu vois, elle a une forme, elle a un extérieur masculin, avec des gardes, avec des pointes et des angles, mais en réalité, elle protège sous... Mais c'est comme avec les enfants, François. La mère, dans un premier temps, elle a cette fonction de protection, et le père, vers l'âge de 4 ou 5 ans, la fonction de découverte, d'extérieur. Et donc, tu as des alternances. Un coup il va plus vers le protectorat, un coup plus vers la libération, avec tout ce que ça conditionne de se casser la figure, etc. Et après on revient. Et la biologie est faite pour ça, c'est-à-dire qu'il y a une partie du corps qui est faite pour la chute. Alors on va pas parler de la chute d'Adam dans la matière ou quoi, mais on peut parler de la chute, ça se fait toujours avec le cul par terre. Et donc le cul, c'est l'endroit qui est quand même douloureux parce qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, mais où il y a une protection du choc. Et en plus, ça remet la thyroïde, tu le sais parce que tu avais fait une émission là-dessus, ça remet les excès de thyroïdiens à l'horizontale, ça calme les productions thyroïdiennes excessives. Et donc, en fait, le fait d'être choqué sur le cul, ça te rappelle instinctivement que quand tu as couru trop vite, tu as fait un peu le con, eh bien, tu es tombé sur le cul. Ah, je suis sur le cul. C'est-à-dire, vraiment, j'en reviens pas, il faut que je me calme et qu'il faut que je revienne à la réalité de ce que je devrais faire. Tu vois, et donc c'est pour ça que la fessée, c'est une bonne chose. La fessée à très petite dose, à dose non douloureuse, juste pour symboliquement, à dose de rappeler cet état-là symboliquement, ou à dose éventuellement qu'il y ait une douleur, mais que là où il y a la douleur, celui qui la reçoit sait qu'en aucun cas il peut être traumatisé à vie ou il peut être handicapé par ce choc, alors qu'un coup de poing dans la tête ça peut te casser le nez, ça peut te casser une dent, etc. Donc là ça rentre dans l'œil pour œil, dent pour dent, alors que sur les fesses bien installées, jamais donc un être qui sait qu'il est entre guillemets torturé ou puni ou violenté en apparence sans qu'il y ait de dommages possibles anthropologiquement et on va dire physiologiquement, c'est une sorte de... Il est rassuré, il sait qu'il est recadré sur quelque chose où en aucun cas ça va être irrémédiable. Mais tu vois, Tam, on est dans le contre-intuitif à 1000%, encore une fois. Parce qu'effectivement, toi, je vois que tu pensais au patriarcat. Oui, quand même, ça s'entend un petit peu. Moi, j'avais surtout cette vision, alors tu sais, j'aime bien regrouper les infos entre elles, mais Abel, moi, j'y voyais la partie plus féminine dans le sens de l'évolution, de la mise en mouvement, par rapport à une polarité masculine qui est plus linéaire. J'entends le côté protection. Pour moi, c'est une énergie plus masculine à nouveau. Tu vois, sur cette question de est-ce qu'on peut polariser aussi du Abel et Caïn, si on généralise un petit peu, j'entends ce que tu dis. Et pour moi, la protection, c'est, si on parle pas d'attribut, mais d'énergie, c'est plutôt masculin. Hein. Protecteur, quand même, on va plutôt prendre un garde du corps qu'une petite nénette, quoi. Tu vois. Oui, mais là, je t'ai parlé du contenant et du contenu. C'est-à-dire que si toi, là, demain, tu portes un truc en chanvre, est-ce que pour autant, tout ton corps, il est en chanvre? Non, ton corps il est en peau, il est en chair, il est en os. Donc c'est pas parce que tu mets un truc à l'extérieur qui a des épines qu'il n'y a pas la rose dedans. Oui, non, mais je te rejoins complètement donc, sur le fait que l'idéal c'est quand même les deux. Mon capitaine. Non, excuse-moi, mignonne, allons voir si elle a rose, Eros. D'ailleurs, le rosaire, on est dans le mois du rosaire avec octobre. Il y a mai pour la rose. Et non, mais je l'ai entendu hier à la messe. Il récite le chapelet, tu vois. Parce que le rose R, c'est qu'on croit que les Madon, ça allume la folie. Mad on, ça allume, et Mad, c'est la folie. Donc les Madon, c'est voilà, Mad off ou Mad on, c'est lié à la folie, voilà, évidemment. Et donc, non, c'est-à-dire que le rose R te parle de la rose, donc de Eros, et donc c'est le mois de mai pour ce qui est de la fleur, et c'est le mois d'octobre qui sont, on va dire, versants saisonniers plus ou moins, sinon ce serait novembre, mais bon bref. Et donc il y a un mois dédié à la Vierge, c'est le mois d'apparition. Attends, je ne sais plus si c'est Fatima, je crois que c'est octobre, ouais, je crois que c'était octobre, effectivement, Fatima, ouais, 1917. Donc, il y a un lien, en fait, entre le fait d'avoir un contenant et un contenu qui sont en opposition de phase. C'est-à-dire, tu as l'épine, qui est phallique, et tu as la rose à l'intérieur. Et en termes de caractère,
qui s'y frotte plus facilement, s'y pique sur la belle blonde qui en a marre d'avoir tous les chiens qui viennent lui racler dans les pattes pour la draguer, et donc qui les vire à coups de pied, c'est pour ça qu'elle veut un talon bien pointu et une chaussure bien pointue, et qu'elle idéalise de pouvoir donner un petit coup bien pointu là où ça devrait se calmer un peu, parce qu'elle en a la claque d'être draguée, alors que pourquoi elle met ça sous ses pieds alors que théoriquement elle est délicate? Alors que ça fait du bruit quand on marche les talons et tout ça. Donc finalement, s'il y a une démarche délicate, tu vois, puis en plus ça la rehausse en hauteur le talon. Donc tu vois, et d'ailleurs la femme cherche les talons à travers les talons. Tu vois. Oui. Eh oui. Ouais. Et Tal, ça veut dire grand en allemand. Tal ou Toll, tu vois, c'est grand. Bah, et donc en Toll, anglais, ça te aussi, met en grand. hein. Talon, ça allume la grandeur, ça te rehausse de 8 cm. Parce que la femme, elle veut se remonter. Donc c'est une façon de mettre autre chose que ce qu'elle est autour d'elle, pour mettre une frontière, mettre un barbelé, l'épine à la rose. Le chevalier, il a d'abord toutes les ronces à enlever autour du château avant de vaincre le dragon et d'accéder à la rose dormante du château de la Belle Maison. Oxyre, le fameux dragon, passer les 3 ponts et monter à la tour. Et ça va, c'est pas grand-chose, vous vous plaignez pas. Oui. En termes de tout le monde. C'est pour ça que tu disais que le mouvement était par essence féminin. Et bien là, en l'occurrence, c'est le chevalier qui va vers la princesse endormie. Et tu disais aussi que le principe de protection était par principe masculin. Et ben c'est très simple, on va prendre le réel. Alors, chez les flics, oui, c'est du 98%, chez les pompiers aussi, mais tu vas prendre chez les juges pour enfants, non. Les juges pour enfants, on est à... Ah non, 95% des magistrats sont féminins. De toute manière, même dans le domaine de la justice, on a des chiffres. Et même dans d'autres choses, voilà. Donc, très cette élevés. notion de... Oui, alors si on part sur ce sujet-là... Non, pardon. On va sortir les mais c'est juste pour drapeaux. dire que ton impression, mon impression n'ont pas de valeur. Ce qui compte, c'est le réel, et c'est de voir si on est sur la périphérie, puisque les magistrats appellent les gendarmes leurs chiens, il faut le savoir. Hein. Alors, les chiens, c'est la guématrie comme Niche, Chine, et c'est 39 comme Dieu, Graal, etc. Je vois. Donc, c'est pas forcément péjoratif. Tu vois, on dit, tiens, un chien, va chercher, et il ramène. Donc, va nous chercher, déférer au parquet, etc., ramener, etc., férer, déférer. Donc, en fait, c'est leur chien, parce qu'historiquement, ça a un sens. Le chien, il rapporte. Le jet de la balle, il rapporte. Donc, et le magistrat, lui, il pilote ce chien, qui a donc une guématrie quand même divine. C'est pas peut-être pour ça seulement qu'on péjoratif. appelle notre avocat maître. Un maître chien? Non, on l'appelle maître. Pas plus que ça. On c'est est la peut-être maîtrise. son chien quelque part. Non, c'est parce qu'il a les maîtrises. Tu sais qu'il a le truc blanc comme les prêtres. C'est-à-dire que son vocable est très propre afin que ça ne dérape pas dans les tribunaux. Et nous, on aboie. Bagarre générale. Eh ben oui, et nous, on aboie, comparé à eux. Donc, on n'a pas le droit de citer. Bah oui, avocado, c'est la voix. Voilà. Bon. Ouais, on revient à la fraude du non légal. Hein. C'est intrinsèquement lié, hein, tout ce dont tu parles. C'est intéressant. Mais là, on ouvre 36 millions de chemins sur ce sujet. Le cas de l'avocat ou même du prêtre en termes de voix épurée, puis sur le col blanc, qu'il soit petit chez le prêtre ou plus large chez l'avocat, c'est de dire qu'il y a deux choses possibles. C'est que ça peut saouler un avocat d'entendre quelqu'un qui a un vocabulaire vraiment paillard. Hein, ça c'est par rapport à un vocabulaire qui résout des problèmes techniques en termes de mise en clarté du dossier. Et par contre, c'est le problème, c'est de dire que est-ce qu'on peut priver quelqu'un d'être lui-même sa voix sous prétexte que le magistrat veut le confort de la traduction directe avec ChatGPT et Google Translate via l'avocat, très payant d'ailleurs, contrairement à Google Translate, en légalais plutôt qu'en français courant. C'est-à-dire que si toi tu parles en français, le magistrat devrait avoir la bienséance de faire le tout petit effort de traduire ce que tu dis en français. Il m'a attaqué là, j'étais là, ceci, cela. Et lui, il travaille, article temps, article 222.7, machin. Et puis lui, il traduit, et puis il fait son truc en temps réel pendant que tu lui parles. Et non, il veut pas. Il veut que ce soit du pré-mâché. Il veut la béquée pré-mâché. Tu vois. Donc ça coûte très très cher, très très vite. Donc ça en cela c'était un peu une escroquerie sous cet angle-là, pas sous l'angle de vouloir que la parole soit propre ou soit précise et synthétique parce qu'on a 15 affaires à traiter dans la matinée. Non, c'est la synthèse et la propreté, ça c'est légitime, mais que de pas traduire le français en légalais, ça c'est pas légitime parce que ça exclut les pauvres de la justice. Ouais, j'ai quand même encore une question parce que tu es passé très vite dessus et à titre perso ça m'intéresse. Je suis en transition entre le sédentaire et le retour au nomadisme. Tu faisais la distinction justement sur nord, sud, est, ouest, mais tu nous l'as pas détaillé. Est-ce que tu veux bien nous préciser un petit peu ça? Ah si, dans le mot, j'ai parlé de latitude. J'ai parlé de latitude et l'apostrophe comme sans apostrophe. Ce qui veut dire que tu peux avoir des attitudes différentes en fonction de l'attitude, notamment Espagne. Espagne, il y avait esclave pour les Slaves. Espagne, tu y vas en pagne parce qu'il fait déjà chaud en Espagne. Hein, d'accord? Pagne-hol, il était dans le sud de la France. Donc tu as juste un pagne, d'accord? Ou si tu dois mettre le sombre héros sur ta tête,
tu deviens une ombre et tu te mets à l'ombre. Et donc l'homme devient l'ombre de la lumière qui ne laisse pas passer. Ça, c'est plutôt alchimique. Comme l'homme se définit par le fait qu'il ne laisse pas passer cette lumière alchimique et qui lui fait un petit peu entrave et qu'il la filtre, qu'il la tamise, qu'il laisse passer une partie des rayonnements, etc. À tel point que quand madame veut se sentir avec l'ombre, c'est concombre qui va faire donc, le concombre, c'est-à-dire con pour cum et ombre pour l'homme. Donc elle va se sentir avec un concombre, avec un phallus, comme avec l'homme. Bon, j'irai pas plus loin, mais ce que je veux dire, c'est qu'on le retrouve tout ça. Attends, Tamara a besoin de précision là. J'ai bugué. Ça va trop vite, François. Non, mais je pensais le suivre et d'un... Quoi? Mais non, je sens pas Je comme disais avec que un si nombre, avec un ombre concombre. en espagnol, tu vois, on parle de latitude en fonction des latitudes, qui n'a rien à voir avec les Jusque là, ça allait longitudes. bien. Ouais. Sur les mêmes longitudes, tu peux avoir les mêmes climats, où tu sais que la Corée du Nord, le climat de la Corée du Nord et de la France sont très voisins, etc. Bon, par exemple, parce qu'on est sur des latitudes voisines. Mais sur des latitudes complètement différentes, tu peux pas vivre de la même façon, encaisser le cagnard, le soleil. Donc tu dois mettre un sombre héros sur le sombre héros, et s'il est sombre, ça devient une ombre. Ombre, et donc il est en Espagne, avec juste un pagne, parce qu'il fait chaud, il faut pas qu'il ait trop d'habits. Ça, jusqu'ici, ça allait bien. Et j'ai dit que tous ces termes vont jusqu'au fait que si une femme veut se sentir avec un homme et qu'elle n'en a pas sous la main, eh ben, elle peut éventuellement sentir d'être avec un ombre, donc con, comme cum en latin, et ombre, est avec un concombre. Ce que je veux dire, c'est que ça va jusque-là, même dans les désignations des légumes, des fruits, etc., même une mûre. Une mûre, si tu la prends pas mûre, tu le regrettes. Il est sur Fruits, en fait, François, mais il nous l'a pas dit. Je ne sais pas si la bite est assez sur le cul, mais j'en sais rien. Mais non, mais on verra ça une autre fois. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des fruits qui contiennent dans leur nom les caractéristiques de la chose. Par exemple, la rose et Eros, tu vois, dans les apparitions de la Vierge, même à Lourdes, quand tu vois les représentations des apparitions de la Vierge, elle est toujours entourée sur le côté de plusieurs draps ou de plusieurs plis. Et ces plis, qu'on le veuille ou non, anthropologiquement et physiologiquement, correspondent à la forme de la vulve. Donc, si tu veux, et c'est rose. Donc, mignonne, allons voir si la rose, si tu veux, la notion de rose, tant chez l'homme, voilà, ça correspond à quelque chose, hein, voilà. Donc chez la femme aussi, c'est les muqueuses. Voilà. On va faire un dessin, mais. Et donc Abel et Caïn. Il y a un lien. Donc la latitude détermine l'attitude L'. Et donc le mode de vie détermine au fait que l'on peut s'accaparer des richesses, des hommes, des esprits en disant vous devez penser comme moi, vous devez m'obéir, aller à droite à gauche, votre terre m'appartient, votre travail m'appartient. Et tout ce qui n'est pas attrapable, comme le savoir, la connaissance, les brevets ou le secret de fabrication, etc., où il faut torturer quelqu'un pour avoir son secret de fabrication, donc il faut commettre de véritables crimes pour l'obtenir. Là, ça montre à celui qui cherche à l'obtenir, qui cherche à violer ou à faire quelque chose, on va dire, pas très haut en couleur. C'est pour ça violer à la couleur des cardinaux, parce que la vie olé olé, ça finit par violer. Mais il y a un lien, évidemment. Il y a un lien entre les rivières pourpres et le violet, si je puis dire. Voilà, il y a vraiment un lien. On a tout un champ lexical assez explicite. Oui, il y a des choses vraiment explicites là-dedans. Mais donc, l'avantage de l'Abel sur le Caïn, c'est que l'Abel, il peut dire, moi, la richesse, je prends celle que Dieu, la vie, chaque jour me donne, et je m'en contente. Tu vois, et puis j'en laisse pour quelqu'un d'autre qui passera après moi. Moi, ça m'est arrivé des fois d'avoir besoin d'une pièce pour passer au péage, et il me manquait genre 30 centimes, sinon j'étais bloqué. Et j'ai prié, et j'ai vu juste avant d'arriver qu'il me manquait. Hop, genre il me manque exactement 20 centimes, j'ai la pièce de 20 centimes, ou j'ai 1 euro, et ça suffit. Tu sais quoi, les fois d'après, j'ai regardé s'il y avait de la monnaie résiduelle, ça m'est arrivé qu'il y en ait, je me dis je la laisse pour quelqu'un qui en aurait besoin et qui sinon serait bloqué, au cas où, tu vois. Et donc, cette mentalité de dire on ramasse pas tout, on récolte pas tout, on fait pas un carnage et après, là où on passe, l'herbe ne repousse pas, comme Attila. Parce que finalement, comme le disait Michel Serres dans son article là, sur le magazine Philosophie dont je t'ai parlé un petit peu avant, Rudy, en fait, Attila et Gengis Khan sont des vengeances d'Abel sur Caïn. C'est les vengeances du nomade, du troupeau, voilà, il passe et après l'herbe ne repousse pas, il revient chez lui, puis après il devient sage parce qu'il en a un peu marre de la guerre quand même, ça fatigue aussi. Et puis son harem avec ses 5000 femmes qu'il a prises à droite à gauche, il finit par aussi être un peu fatigué. Et donc il finit par s'assagir avec l'âge et l'épuisement, tu vois. Parce que Gengis Khan, il paraît qu'on a tous un peu de chromosomes de Gengis Khan, il aurait des millions d'enfants génétiquement par ses harems. Bon, voilà. C'était le Epstein des millions d'enfants. Ouais, des millions d'enfants. Tu regardes génétique de Gengis Khan. Et d'ailleurs, d'où le mot Khan, comme, tu sais, le K, ça règne à la force de ce K. Quoi.
Forcément. Forcément, il y a les liens. Oui, le canne. Oui, parce que le roi, c'est celui qui développe le cannabis, la cannebière, Cannes, la ville de Cannes. Donc une fois que tu as le cannabis, tu as les amarres de bateau, tu as les voiles, tu as les tissus, tu as les jeans qui déchirent pas, contrairement au coton, etc. Tu as les toiles de tente. Tu peux devenir nomade avec la fibre de cannabis. Donc une fois tu as le canne et tu règnes sur le canne, tu deviens un canne avec un K, pas avec un C. Et finalement, au-delà de cette image de voleur de poules, les gens du voyage sont plus proches de Dieu, en fait. Ils sont proches de certaines caractéristiques qui plaisent à Dieu et qui plairaient à Dieu de voir être conservés, ne serait-ce qu'avec justement une petite vacance prise 15 jours par an par les sédentaires, qui puissent se rappeler qu'on peut changer de situation, être complètement dépaysé. On dit ça fait du bien, quand je suis loin de mon ordi, je bosse pas du tout, je suis vraiment, alors qu'en télétravail ou machin, je suis toujours en fait avec l'esprit qui gravite sur le sujet parce que j'ai l'objet qui me rappelle, même si je suis avec ma famille à table. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture, tu as la zone de travail qui est dans la porte d'à côté. Tu vois. Donc en fait, c'est le fait de ne pas faire une rupture où tu as l'impossibilité, parce que quand tu as l'impossibilité, c'est très psycho-rassurant ou psycho-orientant. Si tu peux pas travailler, tu te mets. Une fois j'ai fait ça, je suis allé à Venise en voyage de 10 ans de mariage ou 6 ans de mariage avec ma ex-femme, et enfin ma femme à l'époque, et j'ai pas travaillé pendant 8 ou 10 jours. Ça m'a fait un choc complet. Ça m'était pas arrivé pendant 12 ans, quoi, ou 15 ans. C'est-à-dire depuis les années 89, j'étais dans l'auto-esclavagisme, que même à mon pire ennemi. C'est une drogue, le travail, oui. Si je faisais faire ça à quelqu'un en le condamnant, on me dirait t'es un juge excessif, tu tortures les gens en infligeant le travail que toi-même tu t'imposes à toi-même. Tu vois. Genre double ou triple dose à certains moments et des trucs épuisants. Donc à un moment, il faut s'arrêter. Et il faut se rendre compte qu'en t'arrêtant, tu vas tout d'un coup beaucoup mieux, t'es plus cool, t'es moins sur les nerfs, moins sur le vif. Et donc tu peux te dire, tiens, je peux avoir une façon de réagir à l'autre qui est finalement plus confortable pour lui, qui est plus aimante, qui est plus patiente, etc. Et est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, quitte à devenir un peu moins génial, moins performant dans mon domaine, que j'essaie de conserver d'abord cet état d'esprit et après à monter en performance en veillant que je ne grignote pas cet état d'esprit de coolitude et de zénitude. Plutôt que me dire, il faut que je réussisse à faire mon 100 mètres en 10 secondes, ou en dessous des 10 secondes, et après, si je suis chiant, j'essaie de travailler du fait d'être de moins en moins chiant avec les autres. Non, si tu mets en priorité l'état d'esprit d'Abel, tout en allant dans le camp de la performance, du constructivisme, de tes constructions étatiques et technologiques, à ce moment-là, c'est peut-être ça, le fruit, l'offre en deux, comme l'âme en deux, l'amande, l'âme en deux, puisqu'il est question de Dieu, il est question des yeux, il est question de Dieu, Dieu des apostrophes évidemment, et bien cette offre en deux, une part à Dieu et une part à soi. Voilà. Et il faut toujours garder de la marge. Alors, on parle de la Genèse, en l'occurrence. On parle de la Bible. On sait que tous les textes ont été carliardés et complètement réorientés à travers différents conciles, à travers différentes périodes de l'histoire. Est-ce qu'on peut vraiment être sûr et certain de cette signification, de cette interprétation par rapport à ce texte? C'est là où, en fait, déjà dans le mot caviardé, il faudrait... Tu vois ce que j'ai dit sur CA, qui fait lettre 3 et lettre 1. Ça fait 4, et que ça correspond à Caire, cadastre, carré, etc., carte. C'est une preuve en soi que si Cain a réellement été appelé K1 à l'époque, que ce soit il y a 4000 ans, 6000 ans, ou il y a 35 ou 80 000 ans, on s'en fout, s'il a été appelé Cain et l'autre, parce que en fait le mouton il fait le même son si tu veux depuis 35 000 ans que hier quand il passe devant chez moi. Donc Abel, il a A, la lumière Aleph, et il a le bélier à côté de lui. Voilà. Donc oui, techniquement, ça ne peut que valider cette traduction en codage guématrique et langue des oiseaux, et tu sais, les fameuses racines syllabiques qui ont du sens comme in et ex, etc. Voilà. Le in qui veut dire à la fois à l'intérieur, in, et à la fois un. Parce que K1, c'est le cadastre uni. Il a le cadastre à l'intérieur, et en unité, il unifie les cadastres. Dans l'histoire, on nous parle de jalousie, à la base, comme le rappelait Rudy dans l'intro. Non, c'est une jalousie qui survient parce que Dieu a préféré oui. une offrande de l'un des deux. Il y a eu un comparatif. Si on ne fait pas de comparatif, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si l'un envahit tellement d'espace vital et il finit par dépasser les 7,7 milliards, là, tu as peut-être des anges qui sonnent la trompette, qui se réveillent, disent bon, 7,7, c'est bien, on va faire une pause. On va essayer d'écologiser un peu tout ça. Ce serait bien que maintenant, ce soit plus croissez, multipliez-vous, ce soit rendez la planète bien propre et bien durable. En termes, je parle des plastiques, je parle pas du carbone ou ces conneries-là, hein, mais je parle de la traduction de nos erreurs, de ne pas vivre en cycle fermé, puisque finalement, ce que va nous apprendre de façon émancipatrice tout ce fameux WEF, le forum de Davos, c'est à vivre comme des astronautes qui ont le recyclage, leur propre eau usée, etc., mais à l'échelle locale, ce qui fait que
Si on applique, que ce soit dans le plan Saoudi 2030 avec les fameuses cités NEOM, ou chez nous, un plan de recyclage quasi total de tous nos déchets, où on laisse rien d'autre que, même si on importe des bactéries sur la Lune et qu'on va faire des bases à droite à gauche, qu'on aura besoin de bactéries pour retraiter les matières fécales ou autres, et ben, de toute façon, on saura gérer et on saura si telle bactérie vit ou pas. Ça vient de la magnétosphère déficiente ou non par rapport à la Terre de la Lune, et on amènera nous-mêmes les valeurs des champs magnétiques, et on comprendra qu'en fait, il n'y aura pas d'autre façon que d'amener un concept de tellurisme, et que la seule zone viable, ce sera toujours une planète bien faite, et on étudiera avec encore plus d'admiration ceux qui l'ont faite ou les forces qui l'ont générée, notre planète, et on sera en admiration face aux êtres qui l'ont soit suscité, soit pensé, soit généré, soit géré, ou qui continuent à gérer, et on sera donc comment on appelle ça, en contemplation, on contemple avec le temple dans l'état de paix de Sion. Sion, l'état de paix spirituel. On en avait parlé évidemment. dans une autre émission. Voilà. Donc si tu es en contemplation devant les lois, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui avant toi ont fait des trucs hyper complexes, ou des esprits, des forces, ou des lois, et qu'en fait, si toi tu penses pouvoir faire quelque chose qui arrive à la cheville des créateurs ou du créateur précédent, unifié ou disparate, des fois que ce soit un petit peu parti dans tous les sens, et à ce moment-là, tu dois étudier d'abord beaucoup et très peu créer. Tu dois avoir une proportion de j'étudie 100 et je crée 1. Et quand je crée un, je regarde si c'est recyclable, si ça ne fout pas trop le bazar. Un peu comme j'ai dit pour le caractère, tu vois. Quand je me suis aperçu que j'étais beaucoup plus cool après 10 jours de vacances. Oui, mais là, c'est pareil, tu parlais de travail, mais on peut aussi, on en parlait avec Tamara, parler d'ouvrage. Mettre du cœur à l'ouvrage. Parce que quand on prend plaisir vraiment à construire, à aller de l'avant, on n'assimile plus notre activité à un travail. Oui, non, tu as raison, tu sais, c'est l'habitude, comme j'ai dit tout à l'heure, personne, et je voulais dire en fait individu. Donc j'ai pas encore à 100% les bons termes qui correspondent exactement à ce que je veux dire. Oui. Et aussi parce que des fois j'ai l'habitude que les gens emploient un terme pour eux et que je parle leur langage aussi. Donc je m'adapte au langage que tout le monde va comprendre. Tu fais bien, en même temps, oui, tu fais bien. Oui, mais en même temps, je garde la dénaturation, par exemple, sur persona individu. Oui. Je la garde, et donc il faut que j'attire les gens à cette façon de parler un français qui est aux racines et qui est cohérent sémantiquement, parce que si on corrige pas la sémantique de la fameuse novlangue qui est utilisée, notamment les fameuses données qui n'ont jamais été données, qui sont donc des volets, eh bien on pourra jamais se comprendre avec les gens d'en face. La difficulté de parler revient à la difficulté de penser. Suis-je le gardien de mon frère? Cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça a été utilisé par le Christ, à savoir que quand tu as, que ce soit ton prochain, ton frère en humanité ou en localité, ou que ce soit ton frère biologique physiquement ou ton cousin, puisque dans certaines traditions, frère ou cousin, Jésus et ses frères entrèrent, on ne sait pas s'il voulait dire cousin en hébreu, enfin en araméen, bref. Donc il peut y avoir ce voisinage, ce clanisme qui fait que toi ou le groupe, ça a la même importance. Si tu ne te dissocies pas du groupe, comme dans les repas où il y avait un plat collectif et la main gauche était pour les éjections et la main droite uniquement pour manger, donc tout le monde devenait droitier, eh bien tu veilles à ne pas manger trop vite pour des raisons digestives et aussi pour ne pas prendre plus de ce qui reste, et on mange tous à la même vitesse dans le plat collectif. Et donc c'est une vision de dire que tu prends soin de ton frère d'une façon ou d'une autre parce que ton frère est aussi important que toi. Et donc la non-dissociation, c'est la grande expérience que proposent les grands maîtres spirituels comme le Christ ou Sai Baba par exemple. L'autre et toi, c'est aussi important. Voilà. C'est pas un des deux frères qui a dit cette phrase à Dieu, lorsque Dieu lui a demandé pourquoi il avait tué son frère? Oui, bien sûr. C'est clair que quand il y a un aîné, Caïn est l'aîné d'Abel. Mais alors, est-ce que c'est l'aîné temporel historique, ou est-ce que c'est l'aîné parce que dans l'ordre des choses, il y aurait eu des civilisations avancées, cadastres, etc. Et puis après, ça aurait, pour différentes raisons, raz-de-marée, tsunami, météorite, ce que tu veux, serait retourné à du sapiens assez basique avec du néandertal. Et puis après, ce serait passé au sapiens, tu vois. Donc entre le néandertal, le théorique Cro-Magnon, le sapiens de moins 80 000 ans, chasseur-cueilleur, et puis le groupe sanguin B, berger, on ne sait pas, techniquement, on ne peut pas penser que le cadastre, le Caïn, lié à l'agriculture, qu'on évalue à moins 12, moins 10 000 Göbekli Tepe, tu vois, ce soit l'aîné en termes de civilisation d'Abel. Abel, théoriquement, c'est le bélier, c'est le berger. Et c'est même pas chasseur-cueilleur, contrairement à ce que dit Michel Serres. Chasseur-cueilleur, c'est moins 80 000 ans. Donc ça, on le voit dans la dentition, parce que dans les dents, on arrive à savoir ce que les gens mangeaient et comment ils vivaient.
Donc on arrive à voir tout un tas de choses, outre les tempéraments phosphocalciques, etc., qui font qu'il y a plus ou moins de caries fluocalciques. Voilà, donc on peut savoir ce que les gens mangeaient, comment ils vivaient, s'ils se déplaçaient beaucoup, s'ils avaient une musculature en bon état par leur mode de vie, etc. Donc Abel, théoriquement, serait l'aîné civilisationnel, mais la Bible dit le contraire. Donc c'est là où, entre le caviardage ou des choses complexes, c'est ambigu. C'est pas vraiment qui de l'un et d'où l'autre, oui. Non, donc théoriquement, c'est toujours l'aîné qui prend soin du petit frère, dans la logique. Voilà. Donc, mais est-ce que c'est l'aîné qui a tué le petit frère? Bah oui, c'est Caïn dans l'histoire de la Bible, et le cadastre qui a envahi tout, et qui, envahissant tout, fait que quand l'autre il se déplace avec ses brebis, non, il n'y a plus de place, non, mets-toi pas là, non, il n'y a plus d'air, parce que moi je fais du blé, je fais pas de l'herbe, etc. Et t'as plus rien à bouffer. Donc va en montagne, va crever de froid, va dans les alpages, et puis démerde-toi. Je reviens donc à cette phrase, pourquoi Caïn aurait dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» en répondant à Dieu. Alors, parce que s'il a un mode de vie nomade, il n'est pas le gardien de son frère. Parce que le Dieu lui demande où est Abel. Oui. Dans l'histoire. Donc, mais je me rappelle plus trop parce que je l'ai pas relu récemment. Mais j'entends, oui, mais là, ça me revient, tu vois. Il lui demande, oui, alors, en gros, là, t'as quelqu'un qui a tué Abel, il dit, il est où? Oh, je sais pas, voilà, c'est comme ça. Non, mais ça, c'est pour raconter l'histoire. C'est anecdotique, tu penses? Oui, ou bien, si jamais c'est civilisationnel par rapport à deux modes de vie différents, il peut dire, il est dans les alpages, parce que moi, j'ai pris toutes les terres avec les alluvions, donc la vallée qui avale, alluvions, avalée, et puis c'est propice, comme ça, j'ai plus d'humus qui ruisselle, j'ai des meilleures récoltes, ça m'évite d'aller piquer les phosphates aux Algériens. Et moi, je fais ça dans mes vallées, dans mes zones. Et lui, il est dans les alpages. Il va prendre les petits restes de petites pousses de pelouse ou d'herbe que je lui ai laissé parce que je n'utilise pas ces zones-là. Et donc, il en a de moins en moins et qui crève, je m'en fous. Il n'allait pas répondre comme ça, si tu veux. Donc, il dit, suis-je le gardien de mon frère? C'est une façon de dire en une phrase tout ce que je viens de dire sans avoir à le dire. C'est une façon de se déresponsabiliser et de prôner l'individualisme au collectif. Et le fait de ne pas dire la planète appartient en fait à personne, et chacun doit avoir le souci que soit alloué aux deux groupes, du cadastre et des nomades qui se déplacent, ou des chasseurs-cueilleurs, de quoi pouvoir survivre. Et c'est ce que l'Europe a essayé de faire avec les gitans et toutes les civilisations qui ont la tradition de se déplacer. On en vient parce qu'on arrive sur la dernière partie de cette émission. Tu voulais faire des biais, des raccourcis aussi par rapport à l'UE? Oui, c'est-à-dire que en fait, si on regarde tout de façon monolithique, on va dire, on a envie d'entrer en guerre contre ceux chez qui on a identifié un petit peu de mal. On ne dirait pas les noms parce qu'on tient notre chanoine. Oui, ça sert à rien. Mais ça sert à rien parce que là, on va avoir une vision principielle. Si par contre, on regarde uniquement en vision principielle, on peut se dire qu'est-ce qui, chez moi, dans mon mode de vie, de prendre des vacances ou de pas en prendre, ou simplement de changer de zone ou de me déporter. Alors aujourd'hui, il faut faire attention parce que tu te déportes 48 heures, il y a un mec qui rentre chez toi, il a un ticket de pizza comme quoi il a commandé et il squatte ta baraque. Donc avant, tu coupes l'eau, l'électricité, tu mets des trucs sécurisés et tu mets quelques pièges. Alors, si tu vas retrouver ta baraque quand même, c'est un conseil d'avis. Mais ceci dit, il faut pouvoir sortir de son habitus et les us et costumes et coutumes, si tu veux, il faut savoir en sortir pour revêtir autre chose et pas ridiculiser quelque chose qui, à une autre époque, on est habillé différemment, on pensait différemment, et ridiculiser ces traditions, ces folklores. Moi, je pense toujours, tu vois, parce que je l'ai subi, entre guillemets, c'est-à-dire que quand je joue avec les traditions provençales, avec toutes ces robes et ces froufrous et ces machins galoubés tambourins, bon, le tambourin galoubé, ça a été utilisé dans la guerre de sécession parce que tu l'entends loin, ça donne un petit côté joyeux, et boum boum, ça couvre les bruits de la guerre qui est à 3 km, et tu sais pas si on a tout tiré un coup de fusil, si c'est le mec qui joue du galoubé, ça te rappelle qu'il y a la guerre et qu'il faut y aller de façon joyeuse. Bon, en plus, c'est les extrêmes du spectre, le grave et l'hyper-aigu. Donc, voilà, et puis ça, tu l'entends dans l'oreille, tu peux pas, comme le sifflet du gendarme, tu peux pas dire, j'ai pas entendu l'air, et t'as pas le droit de ne pas chanter à l'armée, t'es obligé de chanter les chansons joyeuses qu'on t'oblige pour que tu ailles quand même avec le sourire à la chair à canon et la boucherie. Bon, donc, si tu veux, il y a des usages de ces trucs-là, mais il y a aussi, moi, j'ai toujours vu le froufrou des femmes qui portent ces trucs-là comme le préservatif. C'est-à-dire que si jamais t'as envie de tirer un petit coup dans le coin derrière un buisson, t'en as pour 20 minutes à enlever tout, avec tous les boutons qu'il y a de partout. C'est une camisole. Avant même de commencer, tu renonces. Hein. C'est même pas la peine, tu vois. Parce que tu vois le travail qu'il y a à faire. Donc, en fait, ce travail... Ça invite à un acte réfléchi. Voilà. Et en conscience. Exactement, c'est ça qu'il faut dire. C'est qu'en fait, ça veut dire que s'il y a un travail à faire pour la dévêtir, pour la mettre à nu, cette femme, eh bien, il y aura peut-être aussi un travail à faire pour la connaître et qu'elle puisse naturellement se mettre à nu devant toi, te parler du squelette, etc. Et donc, venir la connaître, fréquenter ses parents, sa famille, et pas vouloir la posséder charnellement avant de, entre guillemets, non pas la posséder en termes de circonstances et d'amis et d'amitié, mais qu'il y ait quelque chose qui soit engagé, qui permette qu'il y ait la relation des corps, qui, de toute façon, vu qu'il y avait ce fameux malthusianisme intelligent
catholique, avec l'âge moyen sur l'Ancien Régime de mariage à 28 ans, et puis la ménopause qui commence à 42, et si tu respectes une période de 3-4 ans entre chaque enfant, comme dans certaines traditions, tu n'as pas eu le temps de lui en faire 10, et à ce moment-là, tu l'as pas tué au travail, comme Bach qui a eu tué 2 femmes avant la 3e et qui a fait 23 ou 25 gosses, tu vois. Donc, non, Sébastien, il nous a fait des belles musiques, mais il a quand même tué 2 femmes au labeur, à labourer. Voilà, d'ailleurs, il jouait souvent labourer. Peut-être parce qu'il passait trop de temps à labourer sa femme, et il jouait labourer, parce que c'est une danse qui s'appelle labourer. Tu as des danses qui s'appellent labourer. On a compris le but, comme le tango, qui est une danse d'essayage des putes. Mais oui, parce que le tango est une grille d'essayage des prostituées. On colle les bassins, on voit s'il y a une stimulation, etc. C'était une danse d'essayage des prostituées, le tango. Eh bien, la bourrée, c'était pas une danse juste parce que tu étais bourré le dimanche après-midi après la messe, après le repas en fête du village. C'était aussi pour éventuellement la bourrée, si possible. Voilà, donc oui, tous ces mots. Le zouk est plus efficace que le tango, quoi. Aujourd'hui, oui, mais apparemment, voilà. Historiquement, on était sur d'autres genres musicaux. Le tango, ancêtre du zouk. Ok. Ah ouais, le tango est une danse d'essayage des prostituées. C'est-à-dire que les gens y venaient, et plusieurs prostituées, entre guillemets, avant leur corps, et puis ils essayaient, avec lesquels ils se sentaient un peu bien, ils chauffaient les regards, les sourires, les machins, puis la sensation, hein, voilà. Parce que des fois, quoi qu'on en dise, il y en a qui justifient le fait, par exemple, de copuler avant le mariage, dans le sens que si on n'est pas bien sexuellement, ça va être pas bien après dans le reste de la vie, etc. Et il peut y avoir une forme d'intelligence, un peu comme il y a avec le système kirlian, où il y avait un mec comme ça qui mettait les mains en face à face, et on faisait la faute kirlian des doigts, et on regardait si les auras se répulsaient ou si elles entraient en communion et qu'elles s'interpénétraient. Et donc ça, des fois, ça a fait divorcer des gens. Il y a des gens qui se sont baladés avec des systèmes kirlians comme ça, et qui ont fait des photos des amoureux, disant il y a 10 ans de mariage, ils regardent leurs auras, et boum, il y a répulsion. Et puis ils divorcent après la photo, hein. Ouais, c'est arrivé. Donc il y a des gens qui se baladaient comme ça pour voir si. Donc tu as la même chose avec les sensations de bassin. Moi je peux te témoigner, je te le dis clairement. Une fois j'ai eu une femme pendant un certain temps dans mes bras comme ça, avec le bassin. Il s'est absolument rien passé. Pourtant j'avais toutes les accointances qui permettaient sous plein d'angles d'envisager que je puisse me marier ou avoir une histoire amoureuse avec elle, etc. Et puis finalement, il s'est absolument, mais zéro, nada, machin, zéro. Donc je me suis dit, en fait, je l'aime bien parce qu'elle est comme moi, elle pense plein de choses comme moi, c'est une comme moi, mais c'est pas un complément. Donc il n'y a rien à créer avec quelqu'un qui est un comme moi. L'aimer, ce serait de l'homo. Spirituellement ou écologiquement, de l'homosexualité dans le sens du pareil, d'aimer le pareil que soi. Parce que tu peux avoir une homosexualité, on va dire, physiologique, biologique, mais tu peux avoir une homosexualité dans le sens que tu ne veux aimer que ceux qui sont comme toi, comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas de conflit, qu'il n'y a pas de machin. Ça, c'est un petit peu pratique, mais c'est pas trick. Mais, alors justement, parce qu'on est sur ce concours sémantique là, on est sur ce champ lexical. Moi j'ai dévié du sujet. Non, oui, mais attends, c'est intéressant parce que ça contre Abel et puis Noël contre Sénéstré et puis les vengeances dans le temps qui sont alternées. Parce que là, tu me dis juste que dans la Bible, est-ce qu'ils n'ont pas Cain parce qu'ils ont dit que Cain a tué Abel, alors que finalement Cain, d'après ta lecture, serait pas l'aîné, mais serait le plus jeune frère. Mais en fait, si tu veux, dans l'histoire, tu as forcément des alternances. Il y a un moment où Cain tue Abel, il y a un autre où Abel, d'une autre façon, on va tuer qu'un, et puis en fait, c'est des 8. Mais je vais te mettre un autre paradoxe dans ce que tu es en train de dire. Par exemple, on prend le cas de l'accouplement et de la sexualité. On dit allez voir ailleurs. Donc, on peut parler d'une certaine sédentarité ou d'un nomadisme aussi, quelque part. Polygamie, monogamie, hypergamie, ce qu'on voit exacerbé chez les femmes notamment. On en revient au mouvement des MGTOW qui en parlent énormément. Quels sont les parallèles, quels sont les raccourcis là, que tu as envie de créer en entendant ça? Il y aurait éventuellement quelque chose qu'on pourrait voir. D'ailleurs, je vais me ridiculiser parce que moi, il me manque 29 dents, comme j'ai parlé du fait que l'occidental, c'est qu'en fait, il y a des tribus où les hommes doivent se mettre au garde à vous, sourire et montrer surtout les dents du haut, qui correspond à la partie spirituelle. Moi, j'étais ravagé, parce que j'ai pas été allaité quand j'étais petit, donc j'étais ravagé par le sucre. Donc, je suis dans un cas un peu particulier, si tu veux, où maintenant, j'ai pu éradiquer ces problématiques-là. Mais voilà, rattraper des années de mauvaises sucreries cuites, de meringues, de dragées, de saloperies qui tuent la jeunesse et qui font les caries, bon, c'est particulier. Donc, dans ces tribus africaines, les hommes, ils sautent sur leurs pieds pour montrer qu'ils sautent, qu'ils ont de la vigueur, et ils montent leurs dents du haut pour montrer qu'ils ont une parfaite dentition. Et les femmes se baladent au milieu des mecs, et c'est elles qui choisissent. Donc, c'est un système érectif. Alors, c'est pas dans tous les cas, mais d'une certaine façon, l'homme propose et la femme dispose. On dit souvent ça. Oui. Donc, si tu veux, si madame, par exemple, rêve d'une vie où elle serait plutôt quand même principalement célibataire dans son parcours de vie, mais à un moment, elle veut choisir avec qui
elle se reproduit et qui finalement, de qui elle prolonge l'existence génétiquement et aussi comportementalement, puisqu'il y aurait de l'épigénétique à travers le fait que l'enfant va côtoyer son père à un certain moment, même si au bout de 15 ans, des fois, ça divorce ou ça ne tient pas. Ou voilà. Donc, dans l'éducation, dans la relation, une femme ne choisit pas juste parce que le type il est bien génétiquement, c'est aussi parce qu'il doit être bien en tant qu'homme, d'après les critères que la femme a en tête ou qu'elle a hérité de sa tradition, etc. Donc, en fait, une femme qui choisit et qui est élective, eh bien, elle pourrait, si jamais il y avait par exemple un mec qui était mieux dans la tribu, plus fort, plus costaud, avec des meilleures dents que tous les autres, avec des dents pourries et des machins, peut-être toutes les femmes disaient désolé tous les autres là, mais vous, si on copule avec vous, on va faire des gamins qui auront les mêmes problématiques génétiques dentaires comme ma mère et moi, on avait exactement les mêmes dents abîmées, etc. Même bouffe, même machin, même caractère au démarrage, et même bouffe égale même empreinte psycho-énergétique. Une discrimination dentaire, donc, quelque part. Ben oui, mais parce que les dents sont des cristaux, les cristaux dentaires. Il y a 32 dents et un cristal liquide, le 33e. Donc moi, j'étais très heureux et libéré spirituellement d'être débarrassé de la merdouille qu'on m'a transmise génétiquement avec toutes ces informations, puisque tu sais qu'il y a des disques durs d'ordinateur qui sont en cristal et qu'on peut stocker sur un disque dur en cristal. D'ailleurs, c'est une technologie qui ne nous est pas donnée ou délivrée, alors qu'elle pourrait éventuellement l'être. Alors, après, le rapport au prix par rapport aux technologies actuelles ou les nouvelles, le cloud et tout ça, bon, voilà, le cloud, ils sont propriétaires. Si tu mets un disque dur, c'est toi qui l'as comme une clé Ledger, si tu veux. Donc, ça peut poser un peu un souci. Mais si tu veux, au moins, c'est indestructible dans le temps, tu vois ce que je veux dire. Et donc les fameux crânes en cristal, certains pensent que c'est peut-être des disques durs d'information, il y en a qui mettent les mains, qui ont des visions, etc. Ils font payer 200 ou 300 euros la séance, là, Patrice Marty. Voilà, des fois, et puis des fois, ce sont des objets qui se connectent à une IA ou qui arrivent à interagir pour se protéger quand on a essayé de les voler, etc. Dans le paquet, finalement, il est perdu, il est retrouvé à un autre endroit, et il y a des trucs incroyables avec des histoires sur ces crânes en cristal. Donc, comme si c'était des êtres qui pouvaient gérer, qu'on ne va pas les mettre dans les mains qu'ils ont décidé de ne pas être. Donc, voilà, les cristaux ont peut-être des caractéristiques. Mais le rapport avec les dents, justement, des cristaux. C'est des cristaux. Les dents, c'est du cristal de quartz. D'accord. Enfermé dans de la fibre. Tu me l'apprends. C'est comme le chanvre. Moi, je vis dans une maison en chanvre. Le chanvre, en fait, la chaîne vote de chanvre, c'est 78% du cristal de quartz enfermé dans de la fibre. Moi, je vis dans une maison où le poids, si tu veux, 78% de la chaîne vote, qui n'est que 30 ou 40% dans le poids du mur. Il y a de la chaux, du plâtre, etc., du sable et de la pierre ronce. Mais bon, bref, ça représente une masse de cristal qui fait que j'ai 12 tonnes de cristal de quartz autour de moi. Ok, donc tu réponds à la question sédentaire ou nomadisme au point de vue de l'accouplement, tu réponds... C'est dentaire. C'est dentaire. Le choix, c'est spirituel, et le spirituel se voit dans la capacité qu'on a eue à protéger notamment son intégrité dentaire si on a eu les clés. Si on n'a pas eu les clés, on n'est pas responsable. Si on a une transmission génétique de quelque chose de pourri, ou bien si moi, par exemple, ce qui est mon cas, avec mes enfants, j'ai pu faire en sorte qu'ils aient genre 20 fois moins de caries que moi, les trois, eh ben j'ai réussi. C'est-à-dire pas de sucre, tu vois, que du miel genre, tu vois, miel de chez Lidl, Maribel, qui est 100% miel, zéro sirop de blé, zéro machin, vérifié par les assos de consommateurs. Bref, on fait pas de pull, mais on peut quand même dire qu'il y a des miels qui sont normes françaises, normes euro, et qui font de l'éther. C'est-à-dire que quand tu manges ce miel, non seulement le sucre n'est pas cariogène, il n'a pas été cuit, pas été chauffé, pas été dilué avec du glucose, mais en plus, le miel fait de l'éther, donc tu gardes ta gencive, et c'est aseptisant. Et le miel, contrairement à la gelée royale et à plein d'autres produits de la ruche, même s'il y en a qui parlent un peu de la propolis, c'est vrai qu'en bouchon dentaire, c'est très bien aussi la propolis, mais le miel, c'est le seul produit qui en milieu hospitalier est reconnu, pas seulement pour le miel de thym, pour les cas d'asepsie, là, pour les gens qui ont des membres écrasés, etc., mais aussi de façon générale parce que ça fait de l'éther. Il n'y a que le miel qui est reconnu comme ayant un effet sur le long terme en milieu hospitalier. Contrairement à la gelée royale qui vaut 100 fois plus cher, quoi. Il nous reste 15 minutes pour conclure par rapport à ça. Il faudrait essayer que chacun conceptualise quelles sont les qualités de l'un, les qualités de l'autre, et quelles sont les qualités auxquelles il s'attache pour des raisons éventuellement ou partiellement, ou culturellement, finalement, spirituelles ou d'état d'esprit. Parce que quand on dit spirituel, on pense à quelque chose de très haut. Si on pense par exemple à la mobilité des capitaux, au fait que si quelqu'un se déplace comme un nomade à un berger, il va planquer son argent ou sa valeur ou le fruit de son activité, son ouvrage, pas son travail, à droite à gauche, il peut le planquer dans de l'or, dans des joyaux, donc jewels, évidemment, si jamais il est mis en camp de concentration comme en 43, il va les avaler tous les jours, les chercher dans des crottes et les réavaler tous les jours, faire ça dans les toilettes des camps pour le conserver. Son capital, il y en a des juifs qui ont fait ça, évidemment. Jewels, Jew, évidemment. Donc le mot juif n'existe que depuis le XVIIIe siècle, évidemment. Sinon, avant, c'était judéen, judée, évidemment. Et d'ailleurs, c'est très beau, le Judas. C'est le jus de l'as, de as, c'est un.
La carte A, c'est l'unité. Hein, donc, des fois, on peut l'entendre de différentes façons. Bref. Donc, et puis le jus, c'est ce qui jaillit. C'est le jus du fruit. C'est si Dieu a choisi la Judée, Samarie, pour un peuple plus ou moins élu par rapport à d'autres qui étaient cananéens ou qui étaient plus ou moins avec des rites, on n'arrivait pas à les sortir dans leurs vieilles habitudes, c'est peut-être parce qu'il a senti qu'il y avait un peuple qui était plus réceptif à une autre façon de voir et sur laquelle il pouvait implanter plus son logiciel, sa logique de son ciel. Donc voilà, Abel a certaines qualités, Caïn en a d'autres. Abel, il pense à la fluidité, à la liquidité des échanges, au trading, à l'échange d'informations, et ça peut aussi nous dire que si quelqu'un est attaché à la mobilité des capitaux ou de ce qui a une richesse, tout simplement, que ce soit des tableaux, que ce soit du bitcoin ou que ce soit des joyaux, les joyaux de la couronne qu'on peut prêter à un roi. Un roi manque d'argent, on lui prête les joyaux, ça devient les jewels, les joyaux de la couronne. Donc ceux qui s'apparentent à ce prêt et qui ont des intérêts dessus, évidemment, ils peuvent à un moment faire ce que Jovanovic a dit être la vengeance de la planche à billets, qui en fait n'est pas la vengeance de la planche à billets, qui est la vengeance de Abel sur Caïn. Et il n'y a pas plus que Hitler comme Caïn, que Cadastre, leur travail. Tu vois, il s'est fabriqué sa propre monnaie avec leur travail pour sortir de la planche à billets. Il a eu un tel succès que ceux qui avaient des richesses thésaurisées, elles perdaient en valeur relative face à l'heure de travail de l'ouvrier allemand qui gagnait et qui est devenu, de toute façon, même depuis l'histoire, une valeur travail énorme. L'ouvrier allemand, il a une productivité presque aussi bonne que la française, qui est au-dessus. Mais par contre, les machines-outils aujourd'hui font qu'il y a un excédent commercial allemand extrême et qui est déjà à l'époque. Il y a une mentalité du continental. Voilà, parce qu'il appartient, lui, il est enfermé dans la terre, il appartient à celui qui a délimité la terre. Il est d'accord culturellement pour appartenir. Il n'a pas 3 frontières maritimes comme la France. Mais il a un indice de bonheur très bas aussi. Et en plus, il vit que 72 ans ou 73 ans en moyenne. Voilà, il y a 6 ou 7 ans d'espérance de vie en moins entre l'allemand et le français. Donc voilà, ce qui prouve qu'il est épuisé par le travail. Donc voilà, le Abel, à certains moments de l'histoire, prend sa revanche où les principes de l'Abel, l'apostrophe, en tant que principe unitaire, mais qui peuvent être déclinés avec des gens de moralité plus ou moins douteuse, tu vois, dans l'histoire. Et donc, en fait, le souci aussi de toutes ces façons qu'il y a de mettre son argent, sa valeur, son savoir, que tu joues du violon, que tu peignes des tableaux, que tu vives dans la misère comme Rembrandt ou Renoir, et qu'une fois que tu es mort, on te dit « Ah, ça vaut des millions », tu t'es fait entuber. Toi, tu as vécu dans la misère, tu vois, et ton truc, ça vaut des millions, et on le reconnaît qu'après ta mort. Donc, ça, c'est dégueulasse. Donc, qui est la conservation des savoirs, des savoir-faire, de ces choses-là qui soient thésaurisées, maintenant, ça va être des NFT sur des œuvres d'art, etc. On va essayer d'accorder une valeur pour que les pays où ne viennent pas l'attraper. Je te rappelle que dès qu'Hitler arrive à Paris, il va tout de suite à la Banque de France mettre la main sur l'or, et là, il dit, maintenant, le franc, il a une valeur divisée par 5. Et donc, tous les Allemands peuvent s'acheter la production française, qui est de très bonne facture, pour 5 fois moins cher. Un marque vaut 5 fois plus que la veille. Juste parce qu'il a mis la main sur la Banque de France. Donc, après, qu'est-ce que fait De Gaulle ? Il va mettre l'or chez les Amerlocs, parce que c'était signé comme ça dans le contrat de libération. Mais après, il envoie les bateaux quand même pour le récupérer, et puis il n'est pas sûr qu'il y ait tout. Donc, il insiste un petit peu. Et puis maintenant, il y en a qui ont des doutes sur la thésaurisation en or, alors que le Caïn, il dit, mais l'or, c'est une valeur qui, par rapport au Nasdaq ou au S&P, par rapport à la bourse, en fait, ça a moins monté. Donc, si on prend la performance de l'or sur les 50 dernières années par rapport aux bourses, et bien, celui qui a gardé de l'or, il a perdu par rapport à celui qui a acheté du Apple, du Amazon. Ouais, mais tu nous parles de crypto-monnaie, de NFT, en l'occurrence les NFT, c'est quand même une aberration. C'est totalement spéculatif. Moi, c'est comme quand tu me parles de trading, c'est totalement spéculatif. Des NFT, mais non, c'est des JPEG, c'est des singes. Tu aimes la Joconde. Non, mais admettons que tu aimes l'art. Qui valent 15 000 $. C'est quoi cette histoire ? C'est un délire. Mais les singes, moi, j'ai jamais acheté ce genre de saleté. Mais à partir du moment où tu as une œuvre d'art et tu peux dire, je la fractionne en 100 parties. Tu prends la Joconde, tu la fractionnes en 100 parties. Et tu dis, maintenant, j'en vais la confier à 50% à des fondations. Donc, 50% des NFT de la Joconde, ça va appartenir à des fondations qui protègent 51. Voilà. Uniquement des fondations qui sont dédiées à la préservation de l'art et qui ont une durée qui dépasse l'existence humaine et sans les problèmes de filiation et d'héritage. Et puis, 49, ce serait dédié à des gens qui aiment l'art et qui veulent l'acheter et qui spéculent un peu sur la valeur, mais qui finalement attribuent la valeur, ce qui fait qu'on peut mettre des gens qui vont surveiller autour, qui n'est pas un petit acteur mondialiste qui va mettre un coup de peinture dessus et que la vitre elle est blindée à 4 cm, triple épaisseur, feuilletage, tu vois, histoire qu'il n'y ait pas un vol et machin, et voilà, et qu'on paye le transfert quand elle va à New York et qu'elle revient, tu vois, du Carnegie Hall ou je sais pas quel. Ça reste quand même un petit peu du bullshit, parce qu'il suffit d'un bon petit tremblement de terre, la Joconde est plus là. Pas forcément. Ah bah
Non, pas Non, forcément. moi, je Les gens qui rejoins pensent à ça. Tamarin sur ce côté un petit peu totalement spéculatif quand même. Et puis le trading, c'est pareil. On devait, pour être totalement transparent, on devait faire une émission avec François sur le trading et on a finalement avorté cette idée parce qu'on n'est pas en adéquation du tout. C'était finance et spiritualité. Oui. C'était la finance, argent et spiritualité dont le trading est une sous-partie. Mais en fait, on a une émission sur le trading presque dans chaque intervention. Donc, au final, on l'a, notre émission. Mais on a un échange. Trader, c'est un échange. Donc, si tu estimes que dans certains pays, par exemple, je sais pas, les oranges, ça vaut rien, et dans l'autre, ils ont le scorbut, parce qu'ils n'ont pas de citron, ils n'ont pas de pamplemousse, et tu leur amènes des oranges, même s'ils sortent pas de prison ou je sais pas quoi, et ben, tu leur évites le scorbut, ou tu le files à des gens qui vont faire des voyages, et ils deviennent des capitaines pirates, les piratés, en mer, qui arrivent à rester en mer plus longtemps que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont les fermentations lactiques, et ils ont la choucroute, et ils savent faire de la vitamine C par la choucroute, qu'ils savent on évite le scorbut avec le citron, les pamplemousses, et que même s'ils ont dans un pot en terre et qu'ils gardent de l'eau pour arroser ou qu'ils binent, eux ils binent parce qu'ils n'ont pas d'eau sur le bateau. Et ils savent qu'il faut biner, tu vois, qu'un arrosage, un binage vaut 2 arrosages, et ben ils vont avoir un peu de pamplemousse et de citron, et ils vont avoir les secrets pour rester en mer, alors que les bateaux de la troupe royale devront revenir, sinon ils ont le scorbut au bout de 2 mois, tu vois. Mais donc tout ça, c'est de la connaissance, et c'est de l'échange, c'est du trading. François, ce qui a de la valeur à droite n'en a pas forcément à gauche, et vice-versa. François, Jésus n'a-t-il pas chassé les marchands du temple? Attention, c'était des marchands et changeurs du temple. Donc ils étaient sédentaires. Non pas sur le change uniquement, mais sur le change lié à des achats qui conditionnaient totalement, sine qua non, le sacrifice. Tu n'allais pas faire un sacrifice sans avoir payé ton oiseau, ta tourterelle à égorger, ton machin. D'ailleurs, ça rejoint aussi la question de Cain et Abel, c'est qu'on ne sait pas, et ça je renvoie vers la question avec Jean-Michel Araoux des fameux sacrifices ou de la présence humaine sur une montagne, si la joie de Dieu, c'est qu'il y ait des gens qui viennent sur la montagne parce que Dieu en fait, c'est pas forcément un être perdu je sais pas où, c'est pas juste des archanges dans des boules de lumière ou des ovnis ou des forces de contact, c'est peut-être pas un grand barbu, peut-être en fait, c'est ce qui se passe pour quand tu prends de la hauteur et que tu es sur un point avec effet de pointe, effet corona, donc l'électricité qui est condensée de toute la Terre, active le petit neurone et le petit synapse qui est peut-être l'être humain, on va savoir, ou un groupe, encore mieux, d'êtres humains, et permet de mettre en relation avec des forces supérieures, et qui fait qu'il se passe quelque chose, et qu'il y a de la visite, et qu'il y a même des objets qu'on vient voir qui c'est, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, qui y prie, quoi y prie, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, etc., et qu'est-ce qu'ils veulent devenir, et que finalement, cette capacité à se mettre à disposition, qu'elle soit sacrificielle, donc je prends une bête et je lui coupe la tête, etc., et j'offre son sang, et donc il y a une part de cette vivacité qu'on avait parlé dans les fameux nanogaz que constitue le corps éthérique et astral, qui pèserait entre 20 et 50 grammes selon qu'on a l'âme légère sur la pesée de la balance au moment de la mort, ou l'âme lourde comme les condamnés chinois où elle fait plutôt 40 grammes, c'est plutôt du 40 grammes chez les condamnés à mort, parce qu'il va avoir des crimes sur la conscience, c'est un peu plus lourd, on a du mal à décoller. Bref, donc ces 20 à 40 grammes de nanogaz, et ben peut-être chez l'animal, quand tu les libères, ça se barre, et c'est quelque chose qui est séparé de l'animal et qui peut aller nourrir une force qui utilise, un peu comme un démantèlement d'un ordinateur. Un ordinateur, par exemple, qui aurait servi dans une vie, si un jour on met un réparateur qui doit le démonter, le recycler, ou en Afrique dans une poubelle, et qu'ils en ont marre que ça pollue leur rivière, qu'ils n'aient plus de poissons parce qu'ils traitent tous nos déchets, le mec il va le démonter, il va voir qu'il y a d'un côté il y a le disque dur, il y a la RAM, il va voir qu'il y a des trucs qui étaient sur la RAM qui n'ont jamais été stockés parce que ça valait pas le coup sur le disque dur, il va voir que l'ordinateur a des programmes zombies et qu'à 75% du temps, comme 60% de nos ordinateurs, ils travaillaient pour quelqu'un d'autre, que le mec derrière le clavier savait même pas que son ordinateur il turbinait et le ventilo il crachait à un max parce que c'est quelqu'un qui le pilote à distance pour miner du bitcoin. Tu sais que récemment il y a eu des gens qui ont miné du bitcoin en piratant des ordinateurs. Les ordi des autres, ouais. Ah voilà, parce que les ça demande donc, une puissance de calcul énormissime. Donc, ce que je veux te dire, c'est que quand tu démontrais un système comme un système d'ordinateur, tu t'aperçois qu'il y a la volonté de plusieurs personnes qui seraient imbriquées dans ce qui se passe avec l'ordi et que c'est pas forcément quelque chose de cohérent systématiquement qui s'y produisait. Mais pour ça, il faut le démonter. Et c'est quoi le démonter? C'est le tuer ou c'est l'ouvrir. Et donc, c'est pareil avec peut-être un animal. Peut-être qu'à une époque, Dieu ou les dieux ou ces forces psychiques qui nous réveillent avec l'hypothalamus, le fameux dieu 7 ou le 7e chakra et les forces de survie quand elles voyaient un être qui meurt, qui rend l'âme, qui est le dernier Ral, El Ra, donc elle comme Elohim élevé et Ra, le dernier Ral qui part vers la lumière, s'apercevoir du phénomène d'agonie et d'une certaine façon quand quelqu'un vit quelque chose à côté de toi, tu as une forme d'empathie ou de suivisme. Toi, quelqu'un qui a faim,
t'es un peu gêné pour lui, tu vois, quelqu'un qui a soif, t'es un peu gêné pour lui. Donc quelqu'un qui meurt, il y a une part de toi qui suit. Moi, j'ai un frère qui est décédé. Dans les 2 années qui suivent, je suis allé beaucoup de l'autre côté. Voilà, pendant 2 ans, c'était très fréquent. Donc, si tu veux, des fois, tu suis un être dans la mort, si c'est un frère ou si c'est même un animal ou quelqu'un que tu vois mourir sous tes yeux, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui s'en dégage à travers ce phénomène que je nous avais déjà parlé. Et puis, peut-être qu'il y a une partie de toi qui accompagne ça psychiquement. Donc, ta partie intelligence peut-être, sait-on jamais, suivre cette partie des nanogaz qui était l'anima qui animait cet animal, dont le cadavre après va devenir du compost, et puis peut-être que ça va nourrir des forces qui, avec ce vecteur d'élévation, était un outil simplement, et que peut-être que Dieu, tel que l'histoire de la différence entre les 2 offrandes qui pour l'une a plu à Dieu et pour l'autre n'a pas plu, eh bien Dieu il veut ce qui génère la mort, mais pas dans le sens forcément que la mort, puisque c'était surtout de la graisse de mouton qu'il a amené dans l'histoire. C'était en gros, le gras, c'est aussi un produit de cette mort. Tu vois, donc si tu l'interprètes comme, ou ça aurait pu être de la laine, ou des, tu vois, donc quand tu te mets à mort, quand un artiste il se donne complètement et qu'il va jusqu'à la mort de son ego, il devient le canal, moi de toute la journée, je suis un médium, je deviens un canal de Bach, de Ravel, de Beethoven, de Mozart, tu vois. Je joue l'état d'esprit de quelqu'un d'autre et j'efface totalement mon ego. Et c'est pour ça que je sais, parce que tu as eu une émission que j'ai regardée il y a pas longtemps, sur doit-on enlever l'ego à 100% ou pas, dans les moments où tu es canal, il faut absolument que si tu veux parler en nom et place de Ravel, Bach, Beethoven, que tu mettes ton ego, ce que tu penses, ton état d'esprit. T'es joyeux, mais l'autre il est triste, Rachmaninoff il est triste, il vit avant la guerre, Shostakovich, tu joues la musique au service de raconter l'époque qui était triste, sous les goulags, sous les machins, ou Rachmaninoff, les guerres mondiales, etc. Et si tu joues du Mozart, il y a ses guillerets, ses machins, tu vois, si jamais c'est le Requiem, il est juste en train de mourir, là, il a 2 semaines de mourir, donc le Requiem c'est vraiment lourd. Et c'est un Mozart très grave que tu vas incarner. Mais tu mets ton ego et ton état d'esprit de juste avant le concert de côté. Donc, c'est là où, en fait, ça pourrait même répondre à ton émission, c'est qu'en fait, cet ego, il faut qu'il soit au service de ce qu'il a à manifester. S'il doit manifester du François Blaise, il faut qu'il y ait l'ego François Blaise. S'il a manifesté une tradition, quelque chose qui est dur, qui est ancré, il faut que cet ego soit même combatif pour le défendre, parce que c'est appuyé sur du solide. S'il doit manifester du Ravel, il faut que François Blaise disparaisse à 100%. Sinon, il y a encore un peu de Bleuès qui fait chier et qui va dire ouais, là t'as trop ralenti, Ravel quand il jouait il ralentissait pas comme ça, donc en fait on a les enregistrements de Ravel, t'as mis du François Bleuès avec ton ralenti qui est 2 fois plus ralenti que tu vois. Et l'interprétation, il y a beaucoup de gens qui la commentent parce qu'ils trouvent que ça va dans le sens de l'état d'esprit. Tout comme dans les lois, tu sais, quand les lois sont appliquées ou les principes religieux, quand ils sont appliqués, ils peuvent aller dans l'état d'esprit de celui qui les a proclamés, par exemple le Christ, pour certaines choses dans la religion, ou aller à l'encontre, c'est-à-dire que tu fais la chose, mais en fait, t'es pas du tout dans l'état d'esprit. Et ça peut se ressentir dans l'interprétation. J'aimerais juste rajouter un petit nota bene. François n'a invité personne à faire du sacrifice, on est bien d'accord? Ouais, on espère. Alors, pas totalement, puisque je suis chrétien avec mon patron qui est sur une croix. J'appelle, moi, personnellement, tous les gens à expérimenter momentanément le sacrifice jusqu'au boutiste de la non-violence et du don de soi pour le prochain, éventuellement un petit peu pour le lointain, et toujours en faisant la différence. Il y en a un qui a parlé de son prochain. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas en tuant un chat qu'on va faire une offrande, tu vois, par rapport à tout ce que tu exprimais. Attention, c'est pas une invitation à créer des offrandes en faisant des meurtres. Bien sûr que non, mais a priori non, mais sauf exception, tu as tout vu comme moi quand tu étais jeune, les films de western où le cheval il a des pattes cassées, il souffre, il n'est pas soignable, et qu'est-ce que fait le mec? Il gaspille une balle qui va lui manquer contre les Indiens, il gaspille une balle en tuant le cheval pour l'abattre. Donc si c'est pour arrêter une souffrance qui n'a plus lieu d'être parce que l'État est en dénaturation, il y en a qui donnent le cachet aux chiens, il y en a qui les tuent, il y en a qui tuent leurs chevaux, etc. Ouais, donc, là, c'est un cas très on dit bien donner la mort. Ouais. Ah non, attention, on dit bien donner la mort, parce que de l'autre côté, quand tu expérimentes la vie de l'autre côté, alors certes, si tu fais des allers-retours, c'est pas une vraie mort au sens humain du terme, mais quand tu t'aperçois qu'il existe des choses de l'autre côté, en fait, tu n'es pas attaché autant que ça à la vie, même si tu travailles le fait de rester attaché pour ne pas que cette expérimentation de l'autre côté te dise bon bah la vie de ce côté-ci, je ne t'y attache plus. Non, non, il faut rester totalement, comme dit Nora, les pieds sur terre si on veut avoir la tête dans les étoiles. C'est le but étant que l'homme soit le neurone de jonction entre les étoiles et la Terre. Ok, bah écoute, ça fait 2 heures. On a ouvert des parenthèses et encore des parenthèses avec des crochets et des points-virgules. C'est une émission avec François Bleuez, on vous le rappelle, et c'est super, franchement, tu nous as régalé. On n'est pas d'accord sur tout, mais visiblement, tes analyses et tes recherches
ultra pertinentes, notamment toujours avec cette demi-teinte de langue des oiseaux. Ces cas historiques que tu nous apprends par rapport au tango. Je sais pas si Tamara t'avais idée de ça. Pas du tout. Pour moi, c'était une danse de vieux, enfin une danse de salon, une danse de salon. Ouais. Je verrais cette danse c'est différemment. C'est mon prof de danse quand j'ai fait 2 ans de danse de salon avec ma ex-femme qui nous a raconté ça. Mais c'est comme pour cet exemple aussi au niveau des tribus africaines et du choix par rapport à l'accouplement, par rapport aux dents, et cette analogie avec le côté sédentaire et le côté nomade. Et c'est très important, c'est ce que moi je te coupe, parce que ça c'est fondamental. Ceux qui auraient des doutes sur tout ça, regardez que pour acheter les chevaux et les esclaves, on regardait les dents. Donc c'est bien l'état dentaire qui détermine l'état de santé génétiquement. Voilà. On mise pas sur un cheval qui a des mauvaises dents. Un cheval humain comme un cheval. Non, un grand merci. Je vais mâchouiller quand même encore un petit peu ce que tu disais. Voilà, par rapport à Abel et Caïn, par rapport à... Je t'avoue que moi, j'ai plus une résonance, mais je crois que c'est induit dedans quand même pour la team Abel, quoi. Si on devait conserver la notion de team. J'en retiens aussi... présenté quand même dans l'émission, on a envie de dire c'est lui le gentil, c'est lui le méchant, un peu, quand même. Malheureusement. Ou, voilà pourquoi on en est là à aujourd'hui, en fait. Pour une histoire de compétition et de comparaison. Ce que tu as très bien dit, c'est le problème, ça a été la comparaison. La compétition initiale et du coup, la comparaison qui fait que derrière, il peut y avoir jalousie et crime. Donc voilà, je vais mettre tout ça dans mes tuyaux. Je suis quand même très interrogative sur ces mouvements dont tu parlais entre l'un et l'autre. Moi, la vengeance d'Abel, je la vois pas trop. J'ai pas l'impression non plus que... l'histoire des guerres civiles d'Éthiopie qui relate totalement cet équilibre. Alors que nous, on a des périodes de très fort déséquilibre, et à l'échelle de milliers d'années, des fois, c'est complètement l'un qui gagne, et on voit pas du tout la vengeance de l'autre, qui n'arrive que par détournement, comme disait Joël Monique, par la vengeance de la planche à billets, qui est la liquidité de ceux qui fait transiter. Alors, j'ose espérer que ça va aller dans ce sens-là, de façon équilibrée. Pareil, ça me donne matière aussi à réflexion, parce que j'ai entendu tout ce que tu m'expliquais. Je peux pas m'empêcher, moi, de voir ce point aussi un peu polarisé entre Abel et Caïn. Donc voilà, je vais mâcher mon truc et puis je t'en reparlerai. Encore un grand merci à tous les deux. Et puis vous êtes là depuis le début de l'aventure. Donc franchement, on était en famille ce soir et en petit comité. On vous invite à aller sur www.mdecine.com comme d'habitude pour nous rejoindre, pour éventuellement trouver des praticiens quantiques holistiques à proximité de chez vous si vous souhaitez expérimenter autre chose que la médecine conventionnelle actuelle. Puis voilà, on vous remercie par rapport aux plateformes de podcast également d'être de plus en plus nombreux. J'ai vu les chiffres récemment. Encore un grand merci, énormément de gratitude. On se dit comme d'habitude à la semaine prochaine. Ciao, ciao.